à toutes et à tous, bienvenue sur Acropolis. On est parti pour les questions d'actualité au gouvernement de ce mercredi 25 janvier 2017. Comment ça va les gens? Comment ça va Twitch? Ça fait plaisir de vous voir. Salut Zahert. Salut Arcuturus. Salut Score de Nazareth. Salut Kalkou. Salut Exodes. Salut Tristenza. Salut Kalkou. Salut Théo. Salut Fanny, salut à toutes et à tous, merci au modo évidemment de faire la modération, et encore c'est sympa parce qu'il n'y a pas beaucoup de taf à faire, parce que vous êtes une communauté formidable, et ça c'est chouette. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois comme d'habitude, hein. Soyez sympas dans le chat, dites-leur bienvenue, tout ça, tout ça. J'espère que j'espère que vous vous êtes abonnés au compte Instagram et au compte Snapchat d'Acropolis pour voir toutes les conneries qu'on peut mettre. Attendez, je me monte juste le son dans mon casque pour entendre ma jolie voix. Ah. Ça fait plaisir. Lidadidaloum. Et donc voilà. Donc ouais, donc les réseaux sociaux, hein, évidemment, compte Twitter, page Facebook, tout ça. Tiens d'ailleurs, je l'ai pas tweeté, c'est une exclue du coup Twitch. Il y a un article dans Elle qui est paru, Elle Magazine, il faut que je le retrouve, sur les youtubeurs, enfin sur les politiques sur YouTube, avec une journaliste qui m'avait interviewé. Donc il y a, comme le dit Jean Massier, machin. Sauf qu'elle me fait dire n'importe quoi, j'ai jamais dit ça, c'est pas grave, on s'en fout, on s'en fout. Non, c'est pas ce que je voulais taper, c'était YouTube. Hop, hop, il est où? Il est où? Présidentiel, les candidats sont-ils crédibles sur YouTube? Tac, 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 le v'là. Donc voilà, c'est un article que vous pourrez trouver sur le web ou en impression papier, en direct de la salle d'attente de votre médecin dans 10 ans. Voilà, voilà. Tu peux ban Jean? Non. What? Il y a Snap et Insta Acropolis, ça va être merveilleux. Effectivement, Tristenza, il y a un Snap et un Insta Acropolis. Allez y faire un tour. C'est l'occasion de vous montrer un peu les coulisses de... Je vais mettre des conneries surtout, en vrai, je vais pas essayer de trouver des excuses. La vérité c'est qu'on a créé ça pour faire des conneries. Parce que ça nous fait marrer. Donc voilà, ce sont donc des faits alternatifs. Tout à fait, ce sont des faits alternatifs. Des vérités alternatives. Ah quel merdier. Vérité alternative. Putain, J'espère qu'on va avoir des députés qui vont y faire référence à cette espèce de gros mindfuck de n'importe nawak qui se passe aux États-Unis avec les faits alternatifs. Euh... 10 secondes trop tard et j'ai pas le lien. Bah ça va, ça va pas si vite que ça. Tiens, regarde, hop là, tiens, le lien il est là. Du coup, on fait une émission alternative, évidemment, Kappa. Évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Attends, elle est trop basse cette caméra. Non? Non, on s'en fout. On s'en fout. Qu'est-ce que quoi est-ce? Oui, on va reprendre les QAG aujourd'hui. Non, mais surtout aujourd'hui, c'est un jour spécial, un jour à marquer d'une pierre blanche, n'est-ce pas, dans l'histoire d'Acropolis, puisque ce soir, c'est le débat entre les deux finalistes de la primaire de la gauche, Benoît Hamon, Manuel Valls, un ancien Premier ministre, un ancien ministre frondeur, qui vont s'envoyer des amabilités à la gueule sur France 2 et sur TF1 et sur Acropolis surtout. Donc rendez-vous à 19h30. Le débat commence à 20h, rendez-vous à 19h30. En stream pour faire une petite introduction, en discuter, etc. 9. C'est à 9h le débat? Donc rendez-vous à 20h30. Oui, non, je vais pas faire 1h30 d'animation sans débat. Donc non, oui, rendez-vous à 20h30, excusez-moi. Toujours le stream professionnel, hein. Euh, Bientôt des snaps coquins d'Acropolis. Oui, c'est ça. Je viens de remarquer que les pseudos sont de couleurs différentes sur les différents points de vue. Oui, effectivement, si tu ouvres un nouveau chat, tu auras des couleurs différentes pour les mêmes pseudos. C'est bizarre, hein. Le débat c'est un itinéraire. Oui, merci Théo. Il y aura une émission pour les résultats du second tour dimanche. Il n'y a rien sur Acropolis. Non, effectivement, il n'y aura pas d'émission. On fait pas les. Enfin, pour l'instant, j'ai pas les moyens de vous faire des émissions de qualité pour les soirées électorales. Commenter les résultats, etc. On le fera pour la présidentielle. Là, pour la primaire, je vous avoue qu'on n'a pas de dispositif spécifique. On manque un peu de bras, on manque un peu de moyens, mais à terme, c'est des trucs qu'on voudrait faire. Mais là, pour l'instant, il n'y en aura pas. Peu importe, ce qui est important, c'est qu'on débatte, qu'on débatte, qu'on commente les résultats. De toute façon, si vous voulez vraiment une soirée électorale, vous pouvez aller regarder les chaînes d'information en continu, vous verrez toujours des grands moments, des grands moments de solitude. Il faudrait un concours pronostic sur les élections. Ouais, ce serait marrant ça. Un truc que je voudrais mettre en place, c'est effectivement un concours de... On avait fait ça d'ailleurs avec des potes. Dimanche, je suis allé regarder les résultats du débat du premier tour chez un copain. On en a parlé toute la soirée et tout, on a attendu 20h. Et en fait, on a fait une feuille des scores avec chacun qui faisait son tiercé gagnant. euh, sur qui on pensait aller gagner dans l'ordre et tout. Et je crois qu'il y en a une d'entre nous qui a eu tout pile poil raison. Et moi je me suis planté, j'ai inversé. J'ai inversé quoi? Payon et de Rugy? Non, pas à ce point-là quand même, j'ai pas pu faire une connerie pareille.
Non, ouais, non, je crois que j'ai mis Valls devant Hamon. Pour moi, Valls arrivait en premier, Hamon en deuxième. Et finalement, Hamon est arrivé en premier et Valls en deuxième. Voilà, donc bref, c'était très marrant. On s'amusait à faire ça avec des poteaux. Et c'est un truc on pourrait s'amuser à en faire si on peut programmer un truc comme ça. Il faudrait qu'un dev nous file un coup de patte. Pour le prochain acropolis.fr, ça pourrait avoir du sens de faire des jeux comme ça. Donc voilà, tu pourrais créer une playlist avec les musiques utilisées en intro d'Acropolis. Les musiques d'intro The Ferrero, et pour tout le monde d'ailleurs, c'est un artiste qui s'appelle Vexanto, qui est un artiste de très grand talent, qui vient d'Europe du Nord, qui est très jeune, je crois qu'il a une petite vingtaine. Vexanto, Vexento, et il fait des musiques donc de l'EDM, hein, de la musique comme vous l'entendez, que moi j'aime beaucoup, et qui par ailleurs a le mérite d'être libre de droit, donc vous pouvez l'utiliser pour vos créations. Donc voilà. Faudrait surtout qu'ils parient pourquoi ils ont truqué les résultats comme ça. Oui, alors effectivement, grand froid, oui, non mais ça on en a déjà parlé hier du trucage des résultats, du merdier sans nom, du fait que t'as 350 000 votants, bon personne sait d'où ils viennent. Donc voilà. Hum, hum, hum. Moi je voyais 2 Régis devant Payon franchement. Non, 2 Régis devant Payon, faut pas déconner. Enfin j'aime beaucoup de Régis, c'est pas la question. C'est pas quand je dis faut pas déconner, c'est pas une critique de valeur de la candidature de Régis par rapport à celle de Payon. Mais Vincent Payon, pour moi, avait une position plus centrale alors que de Régis c'est un partenaire des écologistes. Mais ceci étant, De Rugy, il a fanfaronné, il a eu bien raison, puisqu'il a annoncé que c'est la première. Enfin, jamais un candidat écologiste n'a fait un tel score en nombre de voix, en nombre absolu de voix, au cours d'une élection interne. Donc voilà. Euh, Le trucage des résultats n'est pas avéré, bien que probable. Il y a encore un débat sur le trucage des résultats. Enfin, trucage des résultats ou pas trucage, ou juste erreur. Dans tous les cas, enfin, dans tous les cas, c'est un merdier sans nom. C'est juste, on peut pas se permettre de rater une primaire quand on est un parti qui a déjà organisé une primaire avec 4 millions de votants en 2011. Tu vois, c'est avec 3 millions de votants pardon en 2011. C'est genre juste tu t'as pas le droit quoi. C'est pas possible. On peut pas foirer une primaire et puis surtout on peut pas organiser une primaire comme on organise un congrès. Que le Parti socialiste en interne fasse le merdier avec les bulletins, on sait qu'il en a l'habitude malheureusement pour lui. Mais qu'il le fasse avec les bulletins d'une primaire ouverte, c'est quand même un peu plus gênant. Mais bon, voilà. C'est rigolo, on peut changer les couleurs de son pseudo. Il y en a qui découvrent Twitch, ça me fait toujours marrer. Euh... Donc voilà, est-ce que tu penses que ma victoire de Hamon, non, la victoire de Hamon, ou même de Fillon, ne montre-t-il pas que le peuple en a marre des partis sans vraie ligne politique? Je sais pas si on peut aller aussi loin que ça, peut-être, hein, j'en sais rien, je vais pas parler à la place du peuple, je sais pas exactement ce qu'il pense, lui-même ne sait pas très bien ce qu'il pense. Ce qui est clair, c'est que l'exercice des primaires et le succès relatif des primaires, des exercices des primaires depuis quelques années, est une remise en cause du pouvoir des partis sur la sélection des candidats. Et ça, on peut pas nier que les citoyens en ont ras-le-bol du fonctionnement des partis et qui veulent une évolution. Ils l'ont montré en se mobilisant pour les primaires. Donc voilà. Donc on verra ce soir. Je vous propose qu'on parle de tout ça ce soir. On va avoir le temps de faire un petit pré-live à 20h30 pour préparer ce débat entre Hamon et Manuel Valls, que j'espère le plus intéressant possible. On en parlera ce soir. On en parlera ce soir. Là, c'est la séance de questions d'actualité au gouvernement, à l'Assemblée nationale. On a vu celle d'hier qui était un petit peu chiante, il faut le remarquer, il faut le reconnaître. Beaucoup de sujets. Propres aux circonscriptions des députés ont été abordés, pas beaucoup de sujets généraux, ou alors des trucs beaucoup trop généraux, du coup pas très intéressants. Ou vraiment, enfin moi je trouve que quand on a une question de l'opposition qui attaque le bilan du gouvernement et le gouvernement qui répond en défendant son bilan, c'est des questions qui sont, enfin, qui sont dignes d'un plateau télé et moins d'une assemblée nationale, donc c'est moins intéressant. Mais enfin, en fait je dis ça, mais c'est pas vrai parce qu'il y a des questions qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent être l'occasion d'avoir des partis pris intéressants. Donc voilà. Donc voilà. Ma question du coup c'est si vous étiez député, élu à l'Assemblée nationale et que cet après-midi vous aviez l'opportunité de poser une question au gouvernement, sur quel sujet est-ce que vous poseriez cette question? Qu'est-ce que vous demanderiez au gouvernement si vous aviez l'occasion de lui poser une question? Voilà, vous avez 2 minutes de temps de parole, ils ont 2 minutes de temps de parole pour vous répondre, quel que soit le ministre, et vous pouvez les interpeller, vous pouvez les encourager, vous pouvez attirer leur regard sur un truc très spécifique dont vous trouvez qu'on parle pas assez. Voilà, à vous de me dire. Découverte. Il y a Top Chef qui prépare ce soir, qui reprend ce soir, donc le débat sera sans moi. Ah non, bah regarde regarde Top Chef pardon, d'un œil et regarde Acropolis de l'autre. Pourquoi n'y a-t-il pas de référendum revocatoire? Tu peux poser cette question, effectivement. Référendum revocatoire, hein, tu fais référence, Harris, à la proposition de Benoît Hamon de créer ce qu'on appelle un 49.3 citoyen, qui est la possibilité pour
une partie de l'électorat de se mobiliser par voie de pétition pour abroger une loi et censurer le gouvernement. Est-ce qu'on déclare la guerre contre Trump? Je suis pas sûr que la question se pose en ces termes-là, mais c'est une question que tu peux poser. Est-il possible de mettre en place un salaire à vie? Si oui, comment? Bonne question. QAG, pourquoi n'y a-t-il pas le référendum révocatoire? Ça, déjà, j'ai déjà répondu. Pourquoi Acropolis n'est pas subventionné? Sympa Orphus, sympa de penser aux copains. Pourquoi a-t-on encore des bases à l'étranger? Pourquoi a-t-on encore des bases militaires, tu veux dire, à l'étranger? D'accord. Avec une présidentielle nous permettent... Avec les présidentielles nous permettent de voter blanc, ouais. Ouais, ouais. Sur les contrôles à l'Elysée, sur les sondages de l'Elysée, tu veux dire? Comme toujours, que faire pour développer l'esprit critique et le développement des sites de vérité alternative? Pourquoi il faut 24 heures pour juger le gifleur de Valls alors que les petits délits mettent parfois un an à être jugés comme la victime de quelqu'un, c'est quelqu'un de normal? Ouais, ça n'a pas été abordé ça dans l'hémicycle cette question-là. Effectivement, j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de réactions sur internet de gens qui trouvaient bizarre que le mec qui a filé une gifle à Manuel Valls ait été condamné aussi rapidement alors que la justice est beaucoup plus lente pour d'autres délits. Il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est que c'est une question de procédure différente. Là, en l'occurrence, on avait une procédure particulièrement accélérée puisque c'était un flagrant délit. L'arrestation était immédiate, c'était filmé, il y avait un flagrant délit de commission de l'infraction, donc le mec a été arrêté immédiatement. Donc il n'y a pas le travail d'enquête, il n'y a pas le travail d'arrestation plus tard, il n'y a pas le machin. Et ensuite, la procédure qui a été utilisée pour le gifleur de Manuel Valls, c'est une procédure qu'on appelle de plaider coupable, où le prévenu plaide coupable, enfin voilà, il reconnaît les faits et ensuite il négocie la peine, il négocie l'aménagement, etc. Mais du coup, ça va beaucoup plus vite. On n'est pas dans un truc contradictoire où il dit je suis innocent, je l'ai pas giflé, et le juge et les enquêteurs qui disent bah si regardez on a des images et tout. Donc le jet des coupables va beaucoup plus vite. Et ça c'est pas parce que c'est pas parce que c'était Manuel Valls que ça a été particulièrement rapide, c'est particulièrement rapide parce que cette procédure est particulièrement rapide. Regardez par exemple après les manifestations, parfois quand il y a des casseurs entre guillemets qui sont arrêtés et qui passent en comparution immédiate. Et en comparution immédiate et en plaidé coupable, ça va tout aussi vite, en 2 jours c'est réglé. Pour ceux qui ne savent pas, hein, si vous êtes arrêté en garde à vue comme ça pour un délit, en flagrant délit, vous vous retrouvez en garde à vue. La garde à vue c'est 24 heures renouvelable une fois. Vous rencontrez les enquêteurs qui font le lien avec comment il s'appelle, le procureur. Et si le procureur, enfin si vous plaidez coupable, le procureur il vous fait passer directement au tribunal correctionnel en comparution immédiate. Donc vous allez directement de la case garde à vue à la case tribunal. Et si le tribunal vous juge coupable et qu'en plus il y a un mandat de dépôt, vous allez directement en prison. Ou alors vous êtes remis en liberté si vous avez du sursis, une amende ou un truc comme ça. Bref, si j'étais député, je demanderais quand est-ce qu'Internet aura sa matière à l'école parce qu'on n'apprend pas plus aux jeunes à utiliser le net et à apprendre les règles de la netiquette par exemple. Ouais, c'est The Ferrero, c'est une bonne question. Je pense que la ministre de l'Éducation nationale te répondrait qu'il y a déjà de l'éducation aux médias à l'école, que c'est en plein développement, en plein boom. Il y a beaucoup de choses qui se font sur le numérique à l'école, sur l'esprit critique, sur comment découvrir des hoax, comment faire du débunkage, etc. Il a plaidé coupable ou il a revendiqué son geste. Ça change rien ça. Dans un cas comme dans l'autre, ça accélère ni ne ralentit la procédure. 3 mois de sursis plus 105 heures de travaux d'intérêt généraux, c'est n'importe quoi pour une simple gifle. Je sais pas si c'est simple quoi, si c'est n'importe quoi. Honnêtement, j'en sais rien, je connais pas la jurisprudence. Il y a des avocats pénalistes, si vous pouvez nous dire si c'est à peu près le tarif qui est appliqué pour une procédure de plaidé coupable. Donc voilà. Autre question, est-ce que le fait qu'ils ne veulent pas la proportionnelle à l'Assemblée ne fait pas monter la colère des gens? Les votes du premier tour n'ont jamais rien à voir avec celui du second et le résultat national, une vraie castration. Ouais, bonne question. Bonne question. Je ne sais pas si ça a sa place dans des questions au gouvernement, mais c'est une question assez fondamentale sur le mode de scrutin de l'élection à l'Assemblée nationale. Je rappelle, hein, pour ceux qui ne voient pas à quoi je fais référence, que l'Assemblée nationale est élue. D'ailleurs, en juin prochain, vous allez élire une nouvelle Assemblée nationale, je vous le rappelle, au scrutin majoritaire uninominal à 2 tours. Scrutin majoritaire, ça veut dire que est gagnant celui qui obtient la majorité absolue des voix. Euh, Donc ça c'est scrutin majoritaire. Uninominal, ça veut dire que vous votez pour un bonhomme et non pas pour une liste. Quand vous votez au municipal, vous votez pour une liste. Et c'est la tête de liste qui devient maire si elle est majoritaire. Euh, mais au législatif, vous votez pour, euh, vous votez pour un bonhomme uninominal. Il y a un seul nom sur le bulletin. Enfin, il y a un suppléant avec, mais vous votez pour un bonhomme. Et à 2 tours, puisque si jamais il n'y a pas de majorité absolue au premier tour, on organise un deuxième tour entre les deux vainqueurs du premier tour.
Voilà, et le scrutin majoritaire est critiqué parce que il donne une représentation à l'Assemblée qui favorise les grands partis, donc la bipolarisation de la vie politique entre un gros parti de gauche et un gros parti de droite, alors que la proportionnelle favorise l'expression des petits partis, qui donc peuvent avoir des représentants plus facilement à la Chambre. Hum, hum, hum. Ma question au gouvernement, c'est simple. Pourquoi je ne peux pas poser cette question directement au gouvernement? Bonne question. Moi, c'est un truc pour lequel je plaide, hein, que les citoyens puissent poser des questions au gouvernement pendant les séances de QAG. J'avais l'occasion d'en parler avec plusieurs parlementaires et tout, ils ont dit que pourquoi pas, mais moi je pense que ça pourrait être une bonne chose, tu vois, parce que là aujourd'hui dans les séances de QAG on a 15 questions, 15 réponses, et bah demain on pourrait avoir 13 questions de députés, plus 2 questions de citoyens normaux, qui proposent leurs questions sur une plateforme numérique, que les citoyens votent en disant cette question j'ai envie qu'elle soit posée mardi prochain, et les deux poseurs de questions qui ont la majorité, bah, ils se font payer le voyage vers Paris et ils viennent dans l'hémicycle poser la question directement au gouvernement qui apporte une réponse. Voilà, moi je pense que ça aurait du sens. Quand est-ce que le cumul va s'arrêter? Totog, le cumul des mandats a fait l'objet d'une loi d'interdiction votée en 2013 qui ne sera applicable qu'à partir de juin prochain. Donc en juin prochain, tous les députés actuellement dans l'hémicycle vont remettre en jeu leur poste, enfin vont perdre leur poste, on va élire une nouvelle Assemblée nationale, et c'est seulement à partir de cette nouvelle législature que la loi sur l'interdiction du cumul des mandats sera appliquée. Voilà. On a la proportionnelle en Belgique, c'est le bordel quand même. Ah, la Belgique, c'est formidable. Je reviendrai sur un des points du programme de Hollande, quid du droit de vote des étrangers. Effectivement, Dracone, c'est une question qui a déjà été posée dans l'hémicycle il y a quelques années, au moment où Manuel Valls avait annoncé que cette promesse-là, il s'asseyait dessus. Pour une réforme constitutionnelle soit mise en place, il faut que 3/5 du Sénat plus l'Assemblée nationale la vote. Non, il faut que la loi constitutionnelle soit votée à la majorité par les deux chambres et qu'ensuite le Congrès, qui réunit l'Assemblée nationale et le Sénat, vote aux 2 tiers. Aux 2 tiers ou aux 3/5? C'est aux 2 tiers. Non, c'est aux 2 tiers. Majorité des 2 tiers. Majorité des 2 tiers. Avec une minorité de blocage à 1 tiers, oui, c'est ça. Sarah, ma connect n'est pas assez puissante pour Acropolis. Ah merde. Mm, mm. À quand un Discord? Ça va arriver. Détendez-vous sur le Discord, ça va arriver. Pourquoi faut pourquoi Comment se fait-il que seul Windows soit utilisé par les services publics alors que les alternatives gratuites existent, comme Linux? Bah ça j'en sais rien, c'est les procédures de marché public. En plus c'est pas forcément vrai parce que je crois qu'il y a eu un accord sur le libre qui a été voté et qu'il y a beaucoup de collectivités locales qui se dirigent vers du libre. Notamment des collectivités, après l'État il fait ce qu'il veut mais voilà. La droite fait des lois pendant son investiture, puis la gauche les défait et propose d'autres lois contraires et ainsi de suite, résultat c'est la merde. C'est un peu plus compliqué que ça, tu peux pas dire qu'un camp remplace systématiquement les lois de l'autre, il y a des lois qui évoluent les unes après les autres, c'est-à-dire qu'on tire les conclusions des échecs politiques de la loi précédente pour faire une nouvelle loi qui propose un nouveau cadre qui elle-même va vivre pendant quelques années jusqu'à ce qu'une nouvelle majorité se repenche dessus en disant bah ça marche pas, on rechange. Mais on rechange, ça veut pas dire qu'on revient au premier truc. Ça peut vouloir dire ça, mais voilà. À quoi va ressembler la majorité si Macron est élu? Il y aura de nouveaux candidats aux législatives ou d'anciens qui auront quitté leur parti? C'est une grande question, Napo Edou. Je t'avoue que si Macron est élu président de la République, c'est la première fois dans l'histoire de la 5ème République qu'on aurait un président élu sans avoir le soutien d'un appareil politique institué. Un appareil politique comme le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les Républicains, le Front National, etc. C'est-à-dire un parti qui a des relais locaux et tout. Donc le mouvement En Marche, c'est pas encore, c'est un mouvement clairement, mais c'est pas encore un parti politique euh, avec sa ligne politique débattue pendant un congrès, avec ses élus locaux, etc. Donc effectivement, c'est une grosse question. Ça peut être très intéressant, ça peut être très intéressant ce qui va se passer. C'est pas qu'une histoire de lobby pour Microsoft, c'est quoi le pourcentage de la population qui utilise Linux? Effectivement, t'as raison, Gourmaléon, c'est très très faible. Le pourcentage de la population qui utilise Linux. QAG, pourquoi le CESE a aussi peu de pouvoir? C'est une bonne question ça. Enfin, aussi peu de pouvoir, c'est particulier, mais on en avait parlé pendant le live du CESE. Le CESE, c'est pas qu'il a pas de pouvoir, c'est que son rôle, c'est de faire des recommandations. Point. Il fait des recommandations, c'est son boulot. Donc il est dans un rôle d'accompagnement des pouvoirs publics dans les prises de décision, mais il ne prend pas de décision en lui-même. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée d'armer les policiers municipaux? Ça, c'est une bonne question pour les QAG, effectivement. Personne ne pose de questions sur le sur le Penelope Gate. Alors pour le Penelope Gate, hein, pour celles et ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi je parle, Pénélope Fillon, c'est la femme de François Fillon. François Fillon a été député depuis 1981, je crois.
donc pendant très très longtemps. Et François Fillon, ça a été révélé par le Canard enchaîné hier, dans son édition de ce matin du coup. François Fillon a embauché sa femme, Pénélope Fillon, pardon, excusez-moi, pendant des années. Elle aurait gagné au total 500 000 euros sur plusieurs années, hein, évidemment, elle n'a pas gagné un chèque de 500 000. Mais voilà, et donc ça repose la question de ces députés qui embauchent leurs épouses ou des membres de leur famille comme assistants parlementaires. Je vous rappelle, hein, j'avais fait une vidéo, vous la pourrez la retrouver sur Acropolis, sur la chaîne YouTube Acropolis, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer comment étaient payés les députés, sachant que les députés ils touchent une rémunération pour leur boulot à eux, qui est d'à peu près 5 000 euros net. Ils touchent, alors ensuite ils ne touchent pas le reste, ils ont une enveloppe sur laquelle ils peuvent se faire rembourser des frais relatifs à leur mandat, comme dans les entreprises, hein, vous pouvez vous faire rembourser le billet de train, vous pouvez vous faire rembourser les locations, les repas, le resto et tout. Et ensuite, ils ont une enveloppe qui leur permet d'embaucher des collaborateurs. Et sur cette enveloppe, les, les- c'est une ligne de crédit sur laquelle on peut embaucher des collaborateurs. Et les députés sont libres d'embaucher qui ils veulent. Et il y a beaucoup de députés qui embauchent des membres de leur famille. Leur fils, leur fille, leur frère, leur sœur, leur époux, leur compagne, leur compagnon, des trucs comme ça. Et donc il y a une question qui se pose sur la déontologie, à savoir est-ce que c'est bien est-ce que c'est bien de laisser toute liberté sur l'embauche des collaborateurs, des collaboratrices. Est-ce qu'il y en a qui profitent pas de ça pour garder l'argent dans la famille? Et puis est-ce qu'il y en a d'autres qui, est-ce qu'il n'y a pas aussi des députés qui ont vraiment leur épouse ou leur époux comme vrai collaborateur ou vraie collaboratrice? La question c'est pas tant, enfin je sais pas, après, on peut poser la question de la morale de savoir est-ce qu'il faut interdire absolument d'embaucher quelqu'un de sa famille comme collaborateur, ou est-ce qu'on peut dire, bah si, on peut embaucher quelqu'un de sa famille, par exemple un député dont la femme est non seulement la femme, mais elle est aussi sa première supportrice depuis longtemps dans sa campagne politique, qu'elle travaille avec lui depuis le début sur la législature, etc. Ça peut être légitime, mais et ce qu'il faut que le travail soit effectif. Et là, apparemment, ce qui est reproché à Pénélope Fillon, c'est de ne pas avoir foutu grand-chose dans son rôle de parlementaire. Même si Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale, était présent dans la matinale de France Inter hier matin, où il a défendu, ou ce matin, ou hier matin, je ne sais plus, où il a défendu Pénélope Fillon en disant que si, c'était bien l'assistante parlementaire de François Fillon, je la rencontrais souvent, il n'y a pas de question là-dessus, machin. Euh, Alors, faut savoir, hein, je reviens sur ce que j'ai dit sur comment ça marche pour les parlementaires. Ils doivent déclarer à la haute autorité pour la transparence de la vie publique le nom de leur assistant parlementaire, mais les emplois familiaux ne sont pas interdits en tant que tels. Voilà, il y a une fiche sur laquelle il y a écrit, bah, moi François Fillon, j'embauche Pénélope Fillon. Mais c'est pas interdit, c'est déclaratif, mais c'est pas interdit. On estime que un cinquième des parlementaires emploient un membre de leur famille. C'est beaucoup ça. Un parlementaire sur 5 emploie un membre de sa famille. Par exemple, Nadia Copé est employée de Jean-François Copé. Il faut savoir que c'est une pratique qui est interdite au Parlement européen. On parlait de la question de l'interdiction, pas l'interdiction. Au Parlement européen, c'est interdit. Comme ça règle la question. Sachant que c'est le Parlement européen qui gère directement le recrutement et la rémunération des assistants et qui les met ensuite à la disposition des députés. Ce qui n'est pas tout à fait le mode de fonctionnement de l'Assemblée nationale, où l'Assemblée nationale ne recrute pas les collaborateurs. C'est le député qui s'occupe de publier une petite annonce, recevoir des CV, faire passer des entretiens d'embauche, et ensuite le député dit à l'administration de l'Assemblée nationale, c'est telle personne que j'embauche. Son nom c'est ça, son prénom c'est ça, son adresse c'est ça, son numéro de sécu c'est ça, son RIB c'est ça, merci de lui verser un salaire. Voilà. La pratique est toutefois encadrée en France depuis 2012. Au Palais Bourbon, un député ne peut payer à un membre de sa famille plus de la moitié des 9 504 euros alloués pour rémunérer les assistants parlementaires. Donc dans l'enveloppe de 9 504 euros, un député ne peut pas verser plus de la moitié de cette enveloppe, si c'est un membre de sa famille. Pour au Sénat, il y a un seul collaborateur familial par sénateur. Et son salaire ne peut pas excéder le tiers des dotations de l'assistant. L'assistanat, oui c'est ça. Voilà un peu pour les règles. Ça devrait être interdit, mais un cinquième ne valideront jamais la loi. Bah, faut voir, hein, vous savez, les députés sont capables parfois de limiter leur propre pouvoir. Regardez, ils ont voté la fin du cumul des mandats. Alors, évidemment, ils ont été un peu hypocrites parce qu'ils ont voté la fin du cumul des mandats pour les prochains députés, pas pour eux-mêmes. Donc voilà, ouais, non, mais c'est vrai, tiens, donne-moi ça. J'avais eu l'occasion de parler à l'antenne de ce bouquin-là qui s'appelle Je vote ou pas, qui a été publié par Laurent Petit-Guillaume et Laurent Grand-Guillaume. Indépendamment du fait que c'est très rigolo leurs deux noms, l'un des deux qui s'appelle Laurent Grand-Guillaume, il est député socialiste élu à Dijon, et il a écrit ce bouquin qui s'appelle Je vote ou pas, que vous pouvez trouver en librairie, qui coûte 12,90 €, soit à peu près 2 kebabs, et qui est un bouquin dans lequel il répond à tout un tas de questions que vous pouvez vous poser sur les députés, genre est-ce que c'est vrai que vous foutez rien, comment vous êtes payé, et les lobbies,
et toutes ces choses-là. Voilà, il répond à toutes ces questions de manière assez ludique, sous la forme d'un interrogatoire. C'est assez chouette. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez acheter ce bouquin qui est assez bien foutu. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la procédure parlementaire, le travail des politiques, y compris législatif des députés, vous pouvez acheter un bouquin qui s'appelle Manuel de survie à l'Assemblée nationale, qui a été écrit par Jean-Jacques Urvoas et Magali Alexandre, à l'époque où Jean-Jacques Urvoas était membre de la commission des lois et était député de l'opposition, et Magali Alexandre était conseillère parlementaire du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Voilà. Celui-là, pour le coup, c'est un bouquin un peu plus ardu, que je recommande particulièrement aux étudiants en droit et aux étudiants en sciences politiques. Voilà, on recherche Laurent Moyen-Guillaume, putain vous êtes con. Un des assistants a déclaré n'avoir jamais foutu les pieds au Parlement européen par exemple. Ah ouais? Ah oui Jennifer, tu fais référence aux assistants du Front National, effectivement il y a une enquête qui est ouverte sur les potentiels, les potentiels, non, les présupposés, non pas présupposés non plus, bon bref, les emplois fictifs qu'aurait eu le Front National à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. Je rappelle que un emploi fictif, c'est une personne que l'on paye sur des deniers publics, mais qui ne travaille pas pour le public, qui travaille à faire autre chose. Par exemple, les emplois fictifs de la mairie de Paris à l'époque de Chirac, c'était des gens qui bossaient pour le RPR, mais qui étaient payés par le contribuable parisien. Voilà. Allez, chers amis, on va se retrouver en direct de la séance de l'Assemblée nationale, puisque les caméras viennent de se brancher. On se met un petit jingle dans les oreilles, et c'est parti pour les questions d'actualité au gouvernement. A tout de suite. Salut à toutes et à toutes, on est de retour cette fois-ci dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour la séance de questions d'actualité au gouvernement de ce mercredi 25 janvier 2007. Voilà, tu peux virer Nicolas Sansu parce que là il est pas en train de parler. Mais il n'y a pas de problème. Enfin du son pour me réveiller, bah voilà tu vois. Trop fort s'il vous plaît nerf. Oui non mais oui ok, t'inquiète pas, on va nerfer le son. À chaque fois j'oublie de le faire, je suis désolé. Alors, est-ce que nous allons avoir de la bonne langue de bois de qualité? Bah c'est pas sûr, on peut avoir aussi des bonnes questions. Qu'est-ce que tu feras si Lulu n'est pas réélu? Ah putain, si Lulu n'est pas réélu, on fait une veillée aux bougies. Hein. Lucien de Gauchy, notre député préféré. Est-ce qu'on peut avoir la répartition par parti des députés? Alors les députés ne sont pas répartis par parti, ils sont répartis par groupe parlementaire. Il y a 5 groupes à l'Assemblée nationale. 5, 6? Bah attends, on va essayer dans l'ordre. Le groupe GDR, donc Gauche démocrate et républicaine des communistes. Le groupe socialiste, écologiste et républicain, SER. Le groupe PRG, non le groupe RRDP, pardon, les radicaux de gauche. Le groupe UDI, de la droite et des radicaux de droite, du centre et des radicaux de droite. Le groupe UMP, enfin le groupe Les Républicains, pardon, on en est à 5 et c'est tout. Tous les autres députés sont non inscrits. Et la répartition, bah, comme vous le savez, les socialistes ont la majorité absolue. C'est pour ça que le gouvernement est socialiste. Et ensuite, la composition des groupes, vous pouvez la trouver très facilement sur Joujol. C'est sûr, Jean, que tu vas pas être à nouveau viré de Twitch. Non, non, t'inquiète pas, Michel. Twitch a levé les restrictions de contenu, donc maintenant on n'est plus obligé de faire du gaming sur Twitch. On peut aussi parler de citoyenneté. Tant mieux. J'ai pas du son de l'Assemblée nationale, mais c'est normal, l'Assemblée nationale coupe le son le temps de... Tu vois, ça va arriver d'un seul coup. Voilà, tu vois. C'est bon. Ah non, ils ont recoupé. Enfin bref, il y a quelqu'un à l'Assemblée nationale qui est en train de toucher des potards. Pour mettre du son. On va faire une pétition Acropolis pour sauver Lulu. Il faudra spammer les gens de sa circonscription. Si vous voulez bien regagner vos places, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. Et la parole est à monsieur Nicolas Sansu. Allez, Nicolas Sansu. Merci, Nicolas monsieur le Président. Sansu, pardon, qui va prendre la Monsieur parole le Premier en premier. ministre, des centaines, peut-être plus de 1000 de femmes et d'hommes employés du groupe Vivart risquent de perdre leur emploi, augmentant encore ainsi les 500 000 chômeurs supplémentaires depuis 2012. Ces femmes et ces hommes paient des décisions stratégiques et financières désastreuses des dirigeants successifs. Partout, des magasins de la halle aux chaussures sont promis à la fermeture. Des enseignes aussi emblématiques qu'André et Naf Naf vont être vendues à la découpe, comme Koukaï, Patogaz et Chevignon l'an passé.
Cette situation est d'abord le résultat de la volonté des actionnaires qui, par le biais des rachats par le mécanisme des LBO, exigent des rendements à 2 chiffres chaque année. Ces actionnaires sont issus de véritables fonds vautours qui se nourrissent de la détresse des salariés qui depuis tant d'années travaillent avec des rémunérations bien souvent très... Là, le son est très faible de l'Assemblée nationale, c'est normal, bougez pas. Dans le même temps, depuis 2013, il faut juste, 44 millions d'euros de crédit impôt compétitivité emploi ont été versés au groupe Vivart, malgré des décisions stratégiques calamiteuses. Monsieur le Premier ministre, il faut juste que tu décales le curseur. Les représentants des salariés ont rencontré ce matin plusieurs de vos ministres. Ils n'en peuvent plus de voir l'impuissance publique érigée en totem. Nicolas Sansu, qui est un député communiste de la 2e circonscription du Cher, il est maire de Vierzon depuis 2008, donc il cumule son mandat. Il est candidat à sa réélection pour les prochaines législatives, donc si vous habitez dans le Cher et à Vierzon, vous pourrez voter pour lui. Il soutient Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle, ça ne vous surprendra pas. Et il est en train d'attirer l'attention du gouvernement sur les salariés du groupe Vivart, notamment la Halle aux chaussures, pour celles et ceux d'entre vous qui connaissez. C'est un groupe qui, je crois, a déposé le bilan plus ou moins. Un plan global permettant de maintenir et l'emploi et les sites. C'est une entreprise qui est particulièrement connue pour le côté vautour de ses actionnaires qui ont un petit peu... Ne le terminez pas en laissant se dérouler le qui sont un petit peu fait du pognon sur la bête au détriment des emplois. Protéger les et donc c'est le rôle d'un député, notamment communiste, d'attirer le gouvernement sur la perte des emplois de ses salariés. Et c'est Myriam El Khomri qui va répondre sur les salariés du groupe Vivart. Myriam El Khomri, la ministre du Travail. Messieurs les députés, monsieur le député Nicolas Sansu. En effet, à la demande à la fois de Laurent Berger et de l'intersyndicale, nous avons échangé ce matin avec Christophe Sirugue et l'ensemble des organisations syndicales du groupe Vivart. À cette occasion, les organisations syndicales ont pu exprimer à la fois leur insatisfaction face au comportement des dirigeants du groupe, ont pu également exprimer la situation de nombreux salariés, notamment à 80% des femmes et à 70% des temps partiels, sur des zones parfois où il y a très peu d'emplois. Voilà aussi quelle est la réalité aujourd'hui de ces salariés. Et puis, ils nous ont aussi alertés sur l'absence de dialogue social, sur les difficultés qu'ils rencontrent en matière de dialogue social et des perspectives, en effet, très inquiétantes pour la suite. Le groupe Vivart adopte aujourd'hui une stratégie qui vise exclusivement à protéger les intérêts financiers de leurs actionnaires sans proposer de projet industriel. Jusqu'à présent, Myriam El Khomri qui fait une réponse qui va dans le sens du député communiste Nicolas Sansu, puisqu'elle parle elle-même des salariés du groupe Vivart, notamment beaucoup de femmes à temps partiel, elle l'a dit, qui souffrent d'une stratégie financière de vautour. Et la perte de nombreux emplois. Et bien évidemment, c'est inacceptable. Sur le CICE, vous le savez, son usage est encadré, son utilisation doit figurer explicitement dans la comptabilité du groupe et il est légitime de demander au groupe de justifier la manière dont cet argent public est utilisé. Qu'avons-nous dit ce matin aux organisations syndicales? Alors, qu'a dit le gouvernement aux organisations syndicales? Nous avons assuré que l'État usera de tous ses leviers d'action pour contraindre l'entreprise à assumer ses responsabilités économiques et ses responsabilités sociales. L'État jouera pleinement son rôle en se portant garant du dialogue social. Myriam El Khomri qui montre un petit peu l'écrou contre le groupe Vivart sur sa gestion. Une des raisons pour lesquelles le député Nicolas Sansu n'était pas d'accord, n'était pas content, c'est parce que la société Vivart a bénéficié du crédit d'impôt compétitivité emploi et donc a touché de l'argent public d'une certaine manière. Président, ma question s'adresse à Madame la ministre de la Culture. Donc c'est pas acceptable selon la ministre et selon le député qu'une entreprise comme ça joue à ce jeu-là alors qu'elle a bénéficié d'argent public. 178 postes de travail, soit 25% des effectifs. Ce journal a une histoire. La Voix du Nord est à sa création un journal clandestin qui donne naissance à un mouvement de résistance. Elle est jeune quand même pour une ministre, Myriam El Khomri. Oui, elle est relativement jeune. Je ne saurais pas dire quel âge elle a. La Voix du Nord paraît au grand jour. Elle a fait les mêmes études que moi, le même master que moi à 5-6 ans de... J'ai fait le même master qu'elle à 5-6 ans de différence, je crois. Et l'indépendance furent payés au prix fort, la prison, la torture, les camps de la mort, pour plus de 530 personnes qui ont écrit, imprimé et diffusé ces journaux. Aujourd'hui, La Voix du Nord est le 3e quotidien régional en termes de vente, avec une diffusion quotidienne de 200 000 exemplaires. Un journal n'est pas seulement qu'un journal, surtout en cette période préoccupante du repli sur soi. C'est une fenêtre sur le monde, c'est le bien précieux de l'information, c'est la diversité de ses éditions locales. Il ne peut pas se résumer à une entreprise qui n'aurait que le profit pour préoccupation. Nous sommes tous ici, Madame la Ministre,
attaché au pluralisme Stéphane de Saint-André, l'information. député radical Dans de le cas gauche, donc présent, du parti radical nous de avons gauche, le affaire à un PRG. Je organe rappelle de que le presse PRG, c'est le qui n'est pas parti en qui a difficulté, investi Sylvia et même Pinel si ses ventes baissent, dans le la groupe primaire est de la donc gauche, tout à fait du capable PS, de la Belle Alliance de Populaire, appelez conserver ça comme ses vous voulez. salariés qui font C'est un sa député donc valeur radical de et la gauche du qualité de son Pas-de-Calais. Il est information. membre du bureau national Je du sais parti que radical vous de avez gauche. reçu Il est maire de les Béthune, donc représentants lui des aussi il cumule syndicats son pendant mandat. près de 2 heures la semaine Et dernière. Je vous demande, c'est un Madame ancien la membre du PS, ministre, il l'a été pendant plus de quelles 25 mesures ans. pourraient être mises Et en œuvre il alerte le pour que ce gouvernement groupe de sur les presse suppressions d'emplois à La Voix du Nord, un renonce à cette journal réduction qui d'effectifs. souffre, un journal de presse quotidienne Merci. régionale La qui parole est à souffre Madame et qui Audrey a annoncé, Azoulay, je crois, un ministre plan de de la Culture et de licenciement. la Communication. Donc voilà. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Tu as députés. fait quel master, Jean? J'ai fait un master Monsieur le d'affaires député publiques, Saint-André. administration du politique Vous avez à raison. la Sorbonne, à Paris. La Voix du Nord est un quotidien régional qui a une très Et grande c'est histoire. Audrey Azoulay, la ministre de la Culture, Vous qui va avez répondre rappelé évidemment. dans Je rappelle que quelles la ministre de la conditions Culture, et elle est à ministre de la quel Culture et de la il a Communication, donc elle contribué à s'occupe la aussi liberté de la d'expression presse, au de moment les plus l'audiovisuel, sombres des de radios, notre etc. histoire. Ce trésor qu'est la liberté d'information, d'autres pays dans le monde cherchent encore à la conquérir. Aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais que la presse puisse jouer le rôle de référence. Je me suis trompé en vous disant qu'il était maire de Béthune. Il a été maire de Béthune jusqu'en 2014. C'est pour ça qu'il ne cumule plus son mandat, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas la pastille. Information qui est parfois peu fiable, où le tweet efface la complexité et où le recours à l'émotion masque bien souvent les faits. Le travail des journalistes, puisque c'est la force de ces titres, qui apportent leur exigence professionnelle, est donc plus que jamais essentielle. Cette liberté, cette exigence exercée au niveau local sont d'autant plus cruciales qu'elles sont au plus proche de nos concitoyens. À cet égard, et aussi au regard de l'histoire que vous avez rappelée, l'histoire de ce titre, la liberté éditoriale de la presse est parfois mise en cause, vous le savez, par l'extrême droite, et nous devons y être particulièrement vigilants. Mais la presse régionale, comme l'ensemble du secteur, quoi le rapport avec est l'extrême profondément droite, là, à la touchée Voix dans du son Nord modèle économique, par la perte de recettes publicitaires et par le changement d'habitude du lectorat. Le déploiement de versions numériques peine à trouver encore son modèle. Ce gouvernement, depuis 2012, a veillé à recentrer ses aides à la presse sur la presse d'information politique et générale dont fait partie la Voix du Nord. Il soutient à ce titre la distribution, le développement et la transition numérique. L'annonce des restructurations au sein de la Voix du Nord comporterait 178 départs sur un effectif de 700 salariés et a donc très légitimement suscité une vive inquiétude. C'est d'abord aux femmes et aux hommes qui sont concernés par cette menace que nous devons penser. Et les représentants des salariés ont été Salut Jean, reçus, tu peux dire pourquoi les intitulés des députés ne sont pas leur titre de parti, c'est leur titre de groupe parlementaire. La négociation commence. Les députés siègent au sein de l'hémicycle en raison de leur groupe parlementaire. Merci, la la c'est un parole député est à radical de monsieur gauche. Stroman. Merci. Voilà la merci, réponse Monsieur sur le Président. les suppressions d'emplois à la Voix du Nord. Je suis pas sûr que ça va rassurer les salariés de la Voix du Nord. Monsieur le Premier Bref. ministre, le numéro 1 mondial de l'électroménager a annoncé ce mardi la fermeture de son usine d'Amiens qui compte 290 salariés. Monsieur le Premier ministre, vous avez exprimé hier dans cet hémicycle votre détermination à ne laisser aucun salarié au bord du chemin. Vous avez reçu le président de Whirlpool, qui est venu spécialement des États-Unis, pour lui rappeler que la loi Florange oblige les entreprises qui ferment à mettre la totalité des moyens dont elles disposent sur la table pour permettre la reprise, la poursuite de l'activité industrielle et le maintien de la totalité des emplois. Hier, sous la pression de François Hollande, notre président de la République, le conseil d'administration d'EDF a voté un accord actant la fermeture de la centrale de Fessenheim et donc la suppression de 2000 emplois. Ma question, Monsieur le Premier ministre, est simple et j'y associe mon collègue Michel Sordi. Allez-vous convoquer le président de la République comme vous l'avez fait avec le président de Whirlpool? Éric Stroman, député du Haut-Rhin, il est par ailleurs maire de la ville de Houssan, HOU2SEN. De réindustrialisation. Et il attire l'attention du gouvernement sur les suppressions de postes au sein du groupe Whirlpool. On a déjà entendu une question là-dessus la semaine dernière. Et je précise qu'Éric Stroman est très sceptique sur la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim. Monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, ce sujet, je pense, ne devrait pas nous opposer. Je crois que nous avons à trouver ensemble des solutions intelligentes pour l'avenir. Et comme vous le savez, monsieur le député, la centrale de Fessenheim est la plus ancienne de France.
Elle est construite sur une zone sismique. Elle bénéficie d'une dérogation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand une centrale est construite, elle n'a plus le droit d'utiliser le système de refroidissement par pompage direct dans le Rhin et que cette autorisation, en tout état de cause, de fonctionnement s'arrête au 31 décembre 2022, mais sans doute s'il y a des contentieux avant cette date. C'est pourquoi nous avons la responsabilité d'accompagner la mutation industrielle de ce site. Et comme vous le savez, puisque ce processus maintenant est en cours, je vais pouvoir débloquer les investissements dans une dynamique franco-allemande, puisque les Allemands avaient suspendu leurs investissements industriels sur cette zone autour du projet, premièrement, de l'installation d'une usine de fabrication de batteries de 3e génération pour les véhicules donc en fait, ça ne parle pas du tout de électriques. Blue Pole, ça parle bien de la fermeture de Fessenheim. Une fermeture de Fessenheim qui a été annoncée par le gouvernement. Et donc c'est Ségolène Royal, la ministre de l'Environnement, qui répond sur cette question-là, c'est son rôle. En s'occupe Europe. de l'énergie. Et troisièmement, je souhaite que ce site devienne un site exemplaire en termes de démantèlement des centrales nucléaires, puisqu'il y a 400 centrales nucléaires à démanteler à travers le monde et par conséquent, il y a là une filière de développement industriel majeur. J'ajoute que contrairement à ce que vous venez de dire, il n'y a pas de 1000 suppressions d'emplois. La totalité des emplois sont maintenus sur ce territoire et plus nous travaillerons vite à la mutation industrielle vers les emplois du futur, plus nous donnerons Voilà, de Ségolène l'espoir Royal à ce qui territoire nie les qui suppressions le mérite. d'emplois suite à la fermeture de Fessenheim, qui confirme le maintien des emplois. Et elle a parlé de déclenchement d'investissements franco-allemands. Ça s'adresse à Madame la ministre du Logement et de l'Habitat durable. Madame la ministre, ce matin, avec Jean-Marie Tétart, nous avons présenté le rapport d'application de la loi ALUR. Si je ne peux l'associer pleinement à ma question, je me félicite des échanges très consensuels sur la quasi-totalité des sujets, comme cela avait été le cas pour le rapport Linkenheld-Stroman. Je m'en félicite d'autant que lors de l'élaboration de la loi ALUR, des discours répétés et inutilement alarmistes venant de l'opposition et de certains acteurs de l'immobilier ont eu un effet néfaste de glaciation du marché du logement. Les premières victimes en ont été les professionnels eux-mêmes et l'ensemble des citoyens qui ont eu des difficultés à se loger. Depuis, heureusement, la construction a repris et les chiffres pour 2016 sont inégalés depuis près de 10 ans. Car en fait, de quoi s'agissait-il dans cette loi ALUR que nous sommes fiers, ici, sur ces bancs, d'avoir voté? Fallait-il rénover le fonctionnement des copropriétés, prévenir leur dégradation et les redresser si besoin? Oui. Fallait-il professionnaliser les métiers de l'immobilier avec une obligation de formation continue? Oui. Fallait-il mieux lutter contre l'habitat les petits indigne effets de manche de et les Daniel marchands de Goldberg. sommeil? Daniel Goldberg, le député Oui. socialiste, qui Fallait-il prend la parole faciliter aujourd'hui. les parcours de Daniel l'engagement Goldberg, figurez-vous vers qu'il le est docteur logement? en physique et Oui. ancien maître de conférences en Fallait-il mathématiques sécuriser les appliquées. relations entre C'est propriétaires plutôt et une tronche. locataires, Il est par ailleurs au conseiller bénéfice municipal d'Aulnay-sous-Bois de dans le tous ceux qui agissent de 93. bonne foi. Et aujourd'hui, Oui. s'il prend la parole sur la loi Fallait-il ALUR, c'est parce qu'il réprimer vient les de rendre un exonérations rapport dont les sur montants l'application de la étaient loi ALUR. exagérés La loi ALUR, je pour rappelle, redonner c'est une du loi pouvoir sur l'investissement d'achat immobilier aux locataires. Et fallait-il pour favoriser la enfin construction de logements. développer un encadrement des loyers bien moins contraignant qu'en Allemagne pour qu'il n'y ait plus de loyers excessifs. Et je Oui. rappelle que Daniel Alors, Madame Goldberg la est un ministre, soutien de je Benoît souhaiterais Hamon. connaître votre point de vue sur l'application de la loi ALUR. Voilà, donc c'est typiquement une question au gouvernement qui est posée le jour où le rapport est rendu pour attirer l'attention du gouvernement et votre attention à vous sur l'application de la loi ALUR. Et c'est Emmanuel Cos, la ministre du Logement, qui va répondre. Monsieur le député Daniel Goldberg, vous m'interrogez sur l'application de la loi ALUR et je veux tout d'abord, avec votre collègue, vous remercier pour l'excellent rapport que vous avez présenté ce matin en commission. Que constatons-nous? Que le gouvernement a voulu légiférer de manière conséquente en matière de logement et il l'a fait ces 5 dernières années. Et jusqu'au bout, il continuera à le faire avec le projet de loi Égalité-Citoyenneté que nous attendons dans les jours à venir. La loi ALUR, vous l'avez dit, elle a permis notamment de rééquilibrer les relations entre professionnels de l'immobilier et locataires, de lutter contre les copropriétés dégradées, de permettre d'éradiquer l'habitat insalubre, enfin de limiter la consommation foncière et l'étalement urbain et, vous l'avez dit, d'encadrer les loyers à Paris aujourd'hui, à Lille le 1er février prochain. Près de 90% des décrets et des mesures de la loi ALUR sont aujourd'hui en vigueur. Il ne nous reste plus que 5 décrets à publier. Et donc, nous sommes arrivés au bout de ce travail législatif. Mais pour vous le dire, monsieur le député, vous me parlez des chiffres du logement. Nous aurons en 2016 parmi les meilleurs chiffres de ces 10 dernières années. Nous aurons en Île-de-France pour 2016 les meilleurs chiffres depuis 1977. C'est ça la réalité de l'action du gouvernement. Nous aurons tenu nos engagements en matière de logements sociaux, nous aurons tenu nos engagements en matière on est à la de fin du construction. quinquennat.
Et oui, on a donc une certainement, ministre qui se entre félicite cette de la partie politique qu'elle a menée, l'hémicycle que le et gouvernement a cette menée partie-là, il y a une vraie différence de projet en de matière société d'emploi, sur le logement. en matière de Et logement, moi, excusez-moi. Il me semble qu'on ne construit pas un projet politique pour le logement sur une volonté d'abroger un texte. On l'a construit en répondant aux besoins des Français. Et pour elle se tacle loger, indirectement le programme de la droite. logement Je abordable, précise logement en que accession, François Fillon a annoncé qu'il souhaitait social, abroger la loi Allure. aux besoins des territoires. C'est en tout cas notre détermination pour agir. C'est qui les gens assis derrière avec les chaînes? Les gens que vous voyez avec des chaînes, ce sont les huissiers. Les huissiers de l'Assemblée nationale, qui sont les fonctionnaires de l'Assemblée nationale, qui sont les fonctionnaires de séance, qui sont là pour que la séance se passe bien, Merci, qui organisent la circulation des informations, etc., qui remettent les rapports aux députés et tout. Chargé des relations internationales sur le climat. Ils sont particulièrement utiles pendant l'examen des lois. Là, c'est pas le cas pendant les séances de QAG, mais voilà. Bref. En mai 2015, à l'adoption dans la foulée de la mesure ambitieuse de la loi de transition énergétique visant à engager les investisseurs institutionnels dans la lutte contre le changement climatique et à l'annonce du président de la République en marge de la conférence environnementale d'avril dernier de développer le marché des obligations vertes, la France a hier, en votre présence, Madame la Ministre, via son agence France Trésor, opéré la première obligation verte souveraine de l'État français. Au cours de cette opération qui a frappé les esprits, la France a réussi à mobiliser plus de 200 investisseurs qui ont apporté 7 milliards d'euros pour financer la transition énergétique et écologique. Elle réalise ainsi la plus importante opération en taille et la plus longue en maturité jamais observée sur le jeune marché des obligations vertes, confirmant ainsi son rôle majeur et moteur dans la mise en œuvre des ambitions que porte l'accord de Paris. Je rappelle que 126 pays ont ratifié l'accord de Paris, représentant plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre. Le succès de cette émission inaugurale de l'obligation verte, c'est à la fois le reflet de la crédibilité de la France comme seul pays au monde à avoir mis en place des mesures pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, la reconnaissance des initiatives de la France pour la finance verte et enfin une expérience qui est susceptible d'inspirer les autres pays pour qu'ils fassent... Christophe Bouillon qui prend la parole sur l'accord de Paris, donc suite à la COP21, je rappelle, c'est un député socialiste qui a une maîtrise de mathématiques et de droit, c'est quand même paradoxal. C'est un ancien de l'UNEF, il est maire de la ville de Canteleu depuis 2011, mais je suis pas sûr qu'il le soit encore. Un rôle majeur à jouer, je crois pas. Et une opportunité à saisir. Non, il doit être simplement membre du conseil municipal, il n'est pas maire. Quelles sont les prochaines étapes pour asseoir demain un marché vertueux? Et je précise qu'il a soutenu Arnaud Montebourg. Et assurer ainsi le financement de la transition bas carbone telle qu'elle est inscrite dans l'accord de Paris. Voilà, comment on finance la transition bas carbone? C'est la question du député de la majorité à la Mesdames et ministre Messieurs les députés, Ségolène Royal qui va lui répondre. L'émission inaugurale de l'obligation verte souveraine par la France hier a été un grand succès, comme nous l'avons constaté avec le ministre de l'économie et des finances. Et bien évidemment, on appuie sur l'agence France Trésor. C'est une grande première mondiale. Ça a dépassé toutes nos espérances puisqu'il y a eu 22 milliards d'offres. Nous en avons accepté 7 milliards, l'agence France Trésor en a accepté 7 milliards, appuyés sur les investissements du ministère de l'Environnement dans tous les domaines de la transition énergétique et écologique. Alors ça signifie deux choses. D'abord que la France est reconnue à l'échelon mondial pour la robustesse de sa politique d'excellence environnementale. Deuxièmement, que la réussite de l'accord de Paris sur le climat à Paris donne tous les espoirs pour que Paris devienne la place financière de la finance verte, la première place mondiale de la finance verte. Et troisièmement, c'est que les investisseurs financiers ont compris. C'est la France, la troisième place mondiale de l'investissement vert. Supérieur au coût de l'action pour réduire le réchauffement climatique et le dérèglement climatique. Et également que les investisseurs font le pari, comme nous le faisons, que les emplois du futur sont dans la transition énergétique et écologique qui va des transports propres, des équipements en bord électrique, des investissements sur l'efficacité énergétique des bâtiments, de la recherche dans le domaine des énergies renouvelables, des hydroliennes, de la route solaire. C'est vrai que Ségolène Royal répond sans lire de notes, donc elle connaît tout ça par cœur. C'est-à-dire Stéphane Bouillon, il a l'air de tirer la tronche quand même. Christophe Bouillon, pardon. Que nous devons accompagner pour créer des activités et des emplois, c'est la croissance verte. Nous souhaitons que d'autres pays aujourd'hui se lancent dans cette dynamique, mais que la France garde cette capacité d'innovation, d'entraînement, de visibilité mondiale, et nous le ferons. Je ne comprends pas trop le délire de l'intitulé ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. Merci, Monsieur le Président. C'est son intitulé. Monsieur le Premier ministre, les chiffres du chômage dévoilés hier nous ont révélé une bien mauvaise surprise. Marianne Dubois. Vous aviez promis une baisse spectaculaire et à nouveau nous constatons une augmentation.
Vous communiquez sur la tendance à la baisse de la catégorie Bernard Cazeneuve qui soupire déjà en mode « Ah putain, il va encore nous gonfler ». Puisque la réalité, c'est que le nombre de chômeurs augmente de 0,8%. Au total, ce sont 550 000 Français de plus qu'en 2012, sans aucun emploi. En réalité, les chiffres d'hier soir nous apprennent une chose. Malgré tous vos artifices, vous n'arrivez pas à endiguer la hausse du chômage. Malgré les contrats aidés, coûteux et peu efficaces, malgré le plan 500 000 formations, malgré une dizaine de lois pour rien, la courbe ne s'est pas inversée. Votre quinquennat, c'est 5 milliards d'euros d'emplois d'avenir. C'est 2 milliards d'euros pour l'aide embauche PME, dont le Trésor redoute un effet nul d'ici 5 ans. Ce sont des milliards de CICE mal utilisés et qui n'ont pas rapporté le souffle d'air espéré aux entreprises. L'actualité des groupes Whirlpool et Vivart en témoigne. Quel gaspillage! Votre quinquennat, c'est l'échec des lois Macron. Marianne Dubois qui plante des clous sur le cercueil du quinquennat, clairement. Elle attaque directement les résultats du gouvernement en matière de chômage. Elle explique en gros, vous nous aviez promis des emplois, il n'y en a pas, vous nous avez promis de pique-pendre. Et on se retrouve avec du chômage partout, des emplois aidés qui coûtent un bras, qui servent à rien, etc. Marianne Dubois, je précise que c'est une spécialiste du langage des signes. Elle est elle-même la maman d'un enfant sourd et donc elle est la députée la plus en pointe sur les questions d'accessibilité handicap pour les personnes sourdes et malentendantes. Ce collègue n'est autre que voilà. Benoît Hamon. Monsieur le Premier ministre, avez-vous conscience que derrière ces chiffres, il y a des femmes, des hommes, des familles qui souffrent et qui se demandent de quoi sera fait demain? Je vous remercie. Voilà, Marianne Dubois. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Enfonce le clou et c'est le Premier ministre en personne qui va lui répondre, Bernard Cazeneuve, qui va défendre son bilan en matière d'emploi. Les députés, il n'a échappé à la sagacité de personne dans cet hémicycle que nous sommes dans une période électorale, que cette période va conduire les différentes formations politiques et les candidats qui les représentent à s'affronter, qu'il est tout à fait normal qu'il y ait un débat sur la politique de l'emploi et sur la politique économique. C'est hautement souhaitable pour éclairer les choix des Français. Et en même temps, Madame la députée, vous conviendrez avec moi que ce débat, si nous voulons qu'il soit de qualité et si nous voulons être dans le respect de nos concitoyens, il doit s'articuler aux faits, à la réalité des chiffres et à rien d'autre. Ah, Bernard Cazeneuve qui est en mode détente, en mode calme. Je suis précis et je te mets des taquets poliment. A baissé ou pas? La réponse est oui. Il a baissé de 107 000 chômeurs et il a baissé de 107 000 chômeurs parce que nous avons mis en place une politique extrêmement offensive depuis 5 ans, alors que nous avions trouvé, vous ne l'avez pas dit dans votre question, Madame Dubois, une situation où il y avait eu 1 million de chômeurs de plus pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy, où 750 000 emplois industriels avaient été détruits, où la compétitivité des entreprises avait été Bernard Cazeneuve qui décide donc de répondre sur les faits et sur les chiffres en rappelant que selon lui, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait été bien pire en matière de destruction d'emplois industriels. Et donc on le sent qu'il monte dans les tours au moment où il défend la baisse du chômage tardive du gouvernement. Nous avons redressé la compétitivité des entreprises s'il vous plaît, à travers la mise en place du pacte de responsabilité qui a restauré de 2 points les marges des entreprises, qui a permis à l'investissement industriel, Madame Dubois, de repartir cette année. Il est à 3,4%. Il était négatif lorsque vous avez quitté le pouvoir. Nous avons créé ces batailles de chiffres tellement difficiles à suivre pour un profane. Effectivement, Lex Luthor, c'est un peu compliqué. Salut à toi d'ailleurs. Le chômage des jeunes est au moment où ce quinquennat s'achève plus bas qu'il ne l'était au moment où vous avez quitté le pouvoir. Donc lorsque vous posez des questions sur notre politique, Bernard Cazeneuve qui déclare que le chômage est plus bas aujourd'hui qu'à l'époque où la droite est arrivée au pouvoir, ça m'étonnerait ça. Dans la manipulation, de manière à éviter d'avoir à rendre compte de ce que vous avez fait lorsque vous étiez au pouvoir. Bernard Cazeneuve qui attaque la droite et qui provoque une montée d'applaudissements de la part de la majorité, qui apparemment est très contente du discours du Premier ministre. Fier d'avoir soutenu un gouvernement qui pendant et qui est lui aussi en mode bilan, en disant aux députés de la majorité, soyez fiers de défendre le bilan. Restaurer les marges des entreprises. Soyez fiers d'avoir créé les conditions d'une relance de l'emploi industriel. Soyez fiers d'avoir contribué à inverser la tendance sur le chômage. Et soyez
soyez fiers de contribuer aussi par le débat à restituer ce qu'est la Bernard réalité Cazeneuve, du bilan calamiteux du précédent quinquennat. qui finit sa réponse sur le bilan calamiteux du précédent quinquennat, qui met un tacle dans la tête de la droite. Et vous voyez les députés de la majorité qui se lèvent, visiblement très motivés par ce discours fanfaronnant et de vainqueur de la part de Bernard Cazeneuve, qui essaye de redorer le bilan du quinquennat. Merci, un bilan du quinquennat qui avait été présenté par Marianne Dubois de manière très sombre. Jean-Louis Bricout. Et on entend l'opposition qui gueule, qui apparemment n'a pas apprécié ce rappel en règle. Vous n'êtes pas d'accord avec le Premier ministre, mais maintenant on écoute la question. Du bilan du précédent quinquennat, Monsieur le et on a changé de Président, mes question, chers c'est au tour de collègues. Jean-Louis Bricout. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Elle concerne la possibilité de retraite à 60 ans pour les carrières longues, c'est-à-dire celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt. Je rappelle que c'était une promesse du Président de la République qui a été mise en œuvre dès juillet 2012. C'est un marqueur de notre volonté politique. A contrario, avec les propositions du candidat Fillon, c'est la double peine pour les retraités. L'âge légal à 65 ans et un régime qui s'oriente vers la capitalisation, bref, toujours plus pour ceux qui ont déjà beaucoup. Ce n'est pas ma conception de la solidarité. Certes, la durée de vie augmente, mais je veux affirmer à ceux qui martèlent que rien n'est possible, sauf le renoncement, qu'il n'y a pas de fatalité. Il reste une place pour la justice sociale. Cette volonté, nous l'avons eue et j'en suis fier. Nous pouvons l'être d'autant plus que cette mesure a été prise dans un cadre budgétaire complètement maîtrisé. Depuis l'apparition du décret en 2012, plus de 650 000 personnes ont pu en bénéficier, environ 150 000 par an. Au nom des bénéficiaires de cette belle mesure, je remercie encore une fois le gouvernement et le président d'avoir tenu leur engagement. Madame la ministre, pouvez-vous nous rappeler l'esprit de cette Voilà, le mesure député Jean-Louis Bricout qui interpelle Marisol Touraine, la ministre des Affaires sociales et de la Santé, sur la question de la retraite. Il a commencé d'ores et déjà à attaquer les propositions du candidat François Fillon, qui a proposé d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Je précise que Jean-Louis Bricout est un député de l'Aisne. Il est maire de Bohain-en-Vermandois depuis 2008, si c'est pas mignon. Et il est conseiller général de Picardie. Et il a bossé chez France Télécom jusqu'en 2006. Monsieur le député Bricout, vous avez raison de rappeler que nos concitoyens sont extrêmement attachés à leur système de retraite et que parmi les projets qui sont proposés par l'actuelle opposition, il y a la remise en cause de ce droit important de pouvoir partir à la retraite lorsque l'on a accompli sa durée de cotisation, puisque le projet passe par un relèvement de l'âge légal de départ en retraite à 65 ans et peut-être même un taux de retraite à taux plein. Le projet dont elle parle, c'est le projet de François Fillon. Seulement. À rebours de cette politique injuste, le gouvernement actuel a, dès juillet 2012, mis en place une politique qui, depuis, a permis à 650 000 personnes qui ont commencé à travailler avant 20 ans de partir à la retraite dès 60 ans. C'est justice puisqu'ils avaient consacré leur vie à travailler et à cotiser. De la même manière, nous avons mis en place le mécanisme de la pénibilité qui permet d'ores et déjà à 500 000 personnes de comptabiliser des points qui leur permettront de partir à la retraite plus tôt. Donc là aussi, on a un échange type entre la majorité et une ministre qui mettent en avant le bilan du quinquennat. Et vous entendez Marisol Touraine qui met en avant les mesures sociales à destination des retraités et des travailleurs. L'ensemble des congés sur la question du départ à la retraite, sur la pénibilité, sur les congés mat. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Tous ces progrès sociaux, monsieur le député, nous l'avons réalisé en garantissant l'équilibre de nos régimes de retraite, puisque désormais, les comptes de la retraite sont équilibrés et ce sera le cas au moins jusqu'en 2040, grâce aux actions que nous avons menées. Vous l'avez dit, monsieur le député, nous pouvons être fiers de la politique. Petite voix un peu faible, la ministre de la Santé, là. Merci. Faut mettre une écharpe. Hein. La parole est à monsieur Et Jacques Lamblin. À Jacques Lamblin de prendre la parole. Merci. Suite à cette intervention de Marisol Touraine. Monsieur Hollande n'a pas gouverné notre pays, on le mesure un peu plus chaque jour. Pour illustrer cette affirmation, je voudrais faire découvrir aux Français la gestion désastreuse en 2015 et 2016 de l'attribution des aides européennes aux agriculteurs. Pendant ces 2 années, le ministère de l'Agriculture et son bras armé, l'Agence de services et de paiement, ont connu de graves défaillances. Normalement, les aides 2015
aurait dû être attribué au plus tard le 30 avril 2016. Débordés, les services français ont demandé un délai. L'Europe a repoussé la date butoir jusqu'au 30 septembre 2016. Pourtant, cela n'a pas suffi. Oui, vous entendez bien, le 30 septembre 2016, les aides 2015, appelées pour certaines, sans rire, à compte, absolument vitales dans le contexte d'une crise agricole dramatique, n'étaient toujours pas versées. Mais il y a pire. L'argent non attribué à l'expiration du délai a été récupéré par Bruxelles. Les sommes en jeu considérables, le chiffre... Jean-Louis Bricout, vous l'aurez compris, qui interpelle le gouvernement sur le retard de versement des aides européennes aux agriculteurs. Puiser dans le budget de l'État français pour Pardon, c'est pas du tout Bricout, c'est celui qui vient de parler avant, c'est Jacques Lamblin, lui. Monsieur le ministre de l'Agriculture, monsieur le ministre du Budget... Jacques Lamblin, député de Meurthe-et-Moselle, il est maire de la ville de Lunéville. Dans cette affaire. Figurez-vous qu'il est vétérinaire de profession. Et il est à la pointe de la lutte pour le respect de l'animal, notamment dans les abattoirs. C'est un sujet d'actualité, ça. Illusionniste tout aussi doué que son maître, monsieur Hollande. Mais comme ils ont déserté tous les deux, je me limite à cette question. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, monsieur le député, vous avez posé une question. S'il vous plaît, on écoute la réponse. En laissant entendre que la capacité à gérer les aides européennes n'avait pas été à la hauteur de ce que vous venez de dire. Je voudrais vous rappeler, monsieur le député, et je vais vous rafraîchir la mémoire, que si on a été obligé de reporter toujours des grands moments quand c'est Le Foll qui répond sur la sur nouvelle l'agriculture. politique agricole commune, c'est parce que la France a été obligée de payer 1 milliard d'euros suite à un contentieux lié à des mauvais versements d'aides entre 2008 et 2012. Donc, monsieur le député, en termes de qualité de gestion, de capacité à gérer le versement des aides, quand vous posez une question... C'est génial, Stéphane Le Foll qui réussit à expliquer à l'opposition que si les agriculteurs aujourd'hui ne touchent pas leurs aides, c'est parce qu'à l'époque, quand l'opposition était au pouvoir, elle gérait n'importe comment. Nous avons été obligés de mettre en place des avances pour les agriculteurs. C'est à cause de vous qu'on était obligé de faire des avances pour les agriculteurs. C'est génial. Parcellaire graphique, 28 millions d'hectares qui sont aujourd'hui clairement indiqués et enregistrés et qui permettront aux successeurs d'avoir à gérer en toute sérénité et sécurité la mise en œuvre des aides de la politique agricole commune. Ce que vous n'avez pas fait, nous l'avons fait. Et malheureusement, ça a été fait avec des retards que vous avez indiqués qui ont obligé l'État à faire des emprunts pour verser des avances qui ont été versées aux agriculteurs justement pour ne pas pénaliser les agriculteurs et rattraper les erreurs que vous aviez commises. Voilà, Stéphane Le Foll qui met en PLS l'opposition sur la question des aides versées aux agriculteurs, ça a le mérite d'être clair. La parole est maintenant à monsieur Philippe Duron. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur Alain Vidalis, secrétaire d'État chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le ministre, le gouvernement peut être fier d'avoir mené une politique active en matière de transport et de mobilité pendant cette législature. Il a engagé la réforme ferroviaire, mis l'accent sur les transports du quotidien. Et vous avez vous-même, dès votre prise de fonction, fait de la sécurité votre priorité. Enfin, et c'est sur le sujet sur lequel je souhaite vous interroger aujourd'hui, vous avez ouvert le difficile chantier des trains d'équilibre du territoire. Les TET sont depuis leur création le parent pauvre de l'offre ferroviaire, coincés entre deux marqueurs d'excellence que sont les TGV et les TER depuis leur transfert aux régions en 2002. L'offre TET est aujourd'hui très hétérogène. Elle regroupe tout à la fois des trains de grande ligne et de grande couronne parisienne, des lignes transversales ou interrégionales, mais aussi des trains de nuit. Essentiels à la desserte de nombreux territoires, ces trains apportent pourtant des services qui ne cessent de se dégrader, du fait notamment de l'ancienneté du matériel. En effet, les voitures corail approchent des 40 ans et les wagons-lits ont depuis longtemps laissé la place à des couchettes fatiguées. Leur déficit d'exploitation, quant à lui, se creuse à un rythme préoccupant
et atteignait 400 Philippe millions Duron, le d'euros député en socialiste 2015. du Calvados, qui pose une question sur les problèmes de transport. C'est un député qui est très habitué de ces questions-là de transport. Donc là, il pose une question sur le ferroviaire. Il est membre de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et il était prof agrégé d'histoire. Vous avez engagé des négociations avec les régions pour mettre en cohérence les offres ferroviaires redondantes et améliorer l'attractivité de différentes lignes. Après plusieurs mois de concertation, les annonces de ces dernières semaines laissent penser que ces restructurations importantes se préparent. Pouvez-vous, Monsieur le ministre, éclairer la représentation nationale sur ces décisions et nous dresser le bilan de cette réforme attendue par les milliers d'usagers? Monsieur Alain Vidali, secrétaire d'État. Voilà, c'est la fin de la question. Philippe Duron qui se fait couper la parole par le président de l'Assemblée nationale puisqu'il a merci, Monsieur le Président. Plus de temps. Monsieur le député. Et c'est Alain Vidalis, le ministre des Transports, qui lui répond. Les trains d'équilibre du territoire étaient dans une situation extrêmement préoccupante. D'abord, une définition qui relevait de l'hétérogénéité, un déficit annuel de plus de 400 millions qui devait être financé par l'État, autorité organisatrice, un matériel particulièrement vieillissant, 35 ans de moyenne d'âge pour le matériel et un mécontentement des usagers qui était au rendez-vous et qui était relayé sur tous les bancs. Devant cette situation, j'ai choisi d'abord d'organiser une commission que vous avez présidée, qui était pluraliste, et cette commission a remis secrétaire d'État et ministre, c'est pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil hiérarchiquement. Le ministre est au-dessus du secrétaire d'État, mais dans le langage courant, on peut dire ministre pour dire que c'est un membre du gouvernement. D'abord, de conserver. Effectivement, pour être précis, il faut dire secrétaire d'État. Responsabilité des grandes lignes, qui sont 3 lignes structurantes: Paris-Orléans, Limoges-Toulouse, Paris-Clermont-Ferrand et Bordeaux-Toulouse-Marseille. Puis 3 lignes d'aménagement du territoire: Nantes-Bordeaux, Nantes-Lyon et Toulouse-Hendaye. Pour les autres lignes, j'ai engagé avec toutes les régions une discussion pour essayer d'arriver à rationaliser les réponses pour les usagers. Et nous sommes arrivés à un accord avec l'ensemble des régions qui font que 18 lignes vont être transférées aux régions et l'État va accompagner cet effort avec 3,5 milliards d'aides pour le renouvellement du matériel. Ainsi, d'ici 2 ans, nous aurons la rationalisation, nous aurons du matériel neuf et je crois que tous ensemble, grâce au travail que vous avez fait, mais aussi à l'effort qui est fait par le gouvernement. Ce type, je l'avais rencontré à la gare de Montparnasse quand j'étais étudiant. C'est le ministre des Transports en même temps. C'est pas sûr que tu te croises dans une gare. Pour les trains d'équilibre du ça me rassure plutôt. Merci, monsieur. Bon, voilà, c'était l'échange d'amabilité sur le ferroviaire entre le gouvernement et la majorité. Merci. Et on passe à l'opposition. Mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, après les policiers, les pompiers se sont mis en grève dans tout le pays. Ils ont souhaité exprimer leurs inquiétudes face aux violences, aux coupes budgétaires et aux réductions de moyens techniques. Dans ce contexte, je souhaite attirer votre attention, Monsieur le ministre, sur l'insuffisance et le vieillissement de la flotte de bombardiers d'eau pour le sud de la France et plus particulièrement pour la Corse. Ah, les bombardiers d'eau. Vous n'ignorez pas que le 24 août dernier, vont-ils être rénovés avant les incendies de l'été prochain? Pas moins de 600 hectares au cœur du territoire de la Concador, à l'ouest de Bastia, et que seulement 4 Canadair et un Dash sont intervenus pour soulager et aider les forces terrestres du SDIS de la Haute-Corse, cependant trop insuffisants pour les feux de cette importance. Pour quelles raisons n'a-t-on pu rassembler davantage de bombardiers d'eau sur cette opération, Monsieur le ministre? La cause n'est-elle pas, dans un premier temps, le nombre insuffisant de ces appareils, comme l'ont indiqué les 88 pilotes de la sécurité civile? Et dans un deuxième temps, la vétusté de la flotte aérienne de lutte contre les incendies. J'évoquerai ainsi les défaillances, dont celle du 1er août dernier, qui a provoqué le député Sauveur Gandolfi Scheidt, j'espère que je prononce bien, député de Haute-Corse, qui interpelle le gouvernement sur la mobilisation des moyens pour lutter contre les incendies. Ça n'étonnera pas évidemment les Corses qui nous regardent. Il a soutenu Nicolas Sarkozy pour la primaire de la droite. Je précise qu'il est maire de la ville de Biguglia depuis 1976, ça ne s'invente pas. Afin de rassurer nos concitoyens. Figurez-vous que quand il ne parle pas de pompiers, il parle beaucoup d'anciens combattants. Puisque un de ses chevaux de bataille, c'est de faire attribuer la Légion d'honneur à tous les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Comme cela était le cas auparavant. Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Oui, monsieur le député. C'est le ministre de l'Intérieur qui s'occupe des pompiers. Donc il va lui répondre. C'est l'intérêt tout particulier que vous portez compte tenu de la situation
de votre territoire à la question de la prévention et de l'intervention sur les feux de forêt. Je voudrais donc vous donner des éléments très précis. La flotte de la sécurité civile est composée de 9 trackers dont la mission principale, vous le savez, est l'attaque des feux de forêt naissants lors de patrouilles aériennes préventives. Ces appareils ont aujourd'hui une moyenne d'âge de 58 ans et la flotte va être progressivement retirée entre 2018 et 2022. Ils seront remplacés, l'appel d'offres a été lancé, par des appareils multi-rôles et complétés par des avions amphibies. Je veux vous donner la procédure qui a été mise en place par le gouvernement pour ce remplacement. Elle a été formalisée le 11 mai 2016 auprès de la Délégation générale pour l'armement qui est chargée du marché d'acquisition. 6 appareils multirôles, je viens donc le dire, bombardiers d'eau et transport de grande capacité, neuf ou d'occasion. Avec le salaire de Bernard Fillon, on pourrait acheter un avion. A été publié le 16 juillet 2016. C'est pas les crédits de l'Assemblée nationale qui sont utilisés pour acheter des avions, mais attendu au premier semestre 2017. La livraison du premier appareil se fera au plus tard à la fin du premier semestre 2018 et ensuite il y aura un rythme de livraison qui sera synchronisé avec le départ des trackers. À côté de cela, nous avons aussi une flotte de Canadair. Vous le savez, il y a moyen d'augmenter l'opacité du chat du live. Ouais, faut répondre poliment à Sylvain. Et je peux vous assurer sur le fait que pour la Corse, il y aura cet été 2 trackers qui seront prépositionnés et 2 Canadair à Solenzara et à Ajaccio et des moyens supplémentaires. Il y aura 2 trackers et 2 Canadair. Alors là, si ça crame cet été en Corse, d'assurer on aura la des avions. sécurité et la prévention. C'est la réponse de Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, qui a tenu à rassurer le député. La parole est à sur cette monsieur question. Jean-Marc Fournel. C'est Jean-Marc Fournel qui enchaîne. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au secrétaire d'État à l'industrie et concerne la gestion de l'après-mine. Monsieur le secrétaire d'État, nous examinons en ce moment la proposition de loi du président Chanteguet relatif à l'adaptation du code minier au droit de l'environnement. 4 points principaux sont dans ce projet de loi, et notamment la définition des dégâts miniers. Ensuite, la précision des procédures des permis d'exploration et d'exploitation. Enfin, l'association de nos citoyens à la vérification de ces procédures. Et puis, point aussi très important, le rappel de l'interdiction d'exploitation des huiles et gaz de schiste par la méthode de la fracturation hydraulique. Mais il est un point qui est aussi très important, notamment pour les bassins miniers, pour les bassins houillers, pour les bassins salifères. C'est le problème de la gestion de l'après-mine. En effet, une fois que ces exploitations ont cessé, on constate plusieurs années après des dégâts extrêmement importants. Dégâts causés, bien évidemment, auprès des particuliers, mais également des collectivités territoriales. Et il est important que la discussion qui va avoir lieu dans quelques minutes, après les questions d'actualité, puisse prendre en compte cette nécessité d'introduire dans la loi un certain nombre d'aspects relatifs à ce sujet. Et je pense notamment au périmètre d'extension de l'indemnisation qui est importante à la fois pour les particuliers, mais aussi les entreprises, les artisans et les commerçants, mais également pour les collectivités locales. Et je voulais donc savoir, voilà, donc monsieur le secrétaire de Jean-Marc Fournel sur l'adaptation du code minier au droit de l'environnement qui est en cours de discussion. Jean-Marc Fournel, je précise qu'il est maire de longue vie depuis 2014. C'est le suppléant de Christian Eckert. Christian Eckert, le ministre du Budget que vous avez entendu hier. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs et donc, les voilà. députés. Monsieur le député Jean-Marc Fournel, l'Assemblée a en effet commencé hier l'examen de la proposition de loi portant adaptation du code minier au droit de l'environnement et je vous remercie d'en avoir souligné les avancées. C'est une proposition de loi qui est portée par le rapporteur Jean-Paul Chanteguet, dont Ségolène Royal et moi-même avons hier salué l'intensité du travail, notamment pour répondre aux objectifs importants à la fois environnementaux et économiques. Il y a un problème d'affichage sur Christophe Sirugue, on va régler ça cet après-midi. Le renforcement de la consultation locale, la sécurisation des procédures et l'interdiction formelle de l'exploration et de l'exploitation des gaz et huiles de schiste. Mais c'est également un texte, vous avez raison, qui permet le renforcement de l'indemnisation des dommages miniers. Un dispositif existe, cependant, reconnaissons-le, avec des procédures longues et complexes qui avaient amené en 2004 à mettre en place un système de pré-indemnisation qui est financé par le Fonds général des assurances obligatoires. Nous souhaitons aller plus loin pour permettre d'abord, bien évidemment, que soit mieux défini ce qu'est un dommage minier pour lever toute incertitude.
en intégrant notamment les dommages aux immeubles, aux réseaux d'eau, aux terrains résultant d'affaissements miniers. Deuxième objectif que le gouvernement entend relever par amendement, c'est celui qui visera à élargir le champ de la préindemnisation aux dommages survenus après le 1er septembre 1998, puisque c'était une date jusqu'alors retenue, et qui permettra de prendre en compte les immeubles à usage professionnel utilisés par des commerçants, des artisans et des personnes exerçant une profession libérale, les immeubles des résidences secondaires, les immeubles constituant l'annexe d'une habitation principale, les immeubles possédés par une collectivité ou un groupement de collectivités et les immeubles occupés à titre d'habitation principale et closés. Vous voyez que par cette proposition de loi c'est une soutenue réponse par le très gouvernement, technique à une c'est question un très geste technique fort qui est fait en direction qui des ne manquera publics pas les plus d'intéresser les fragiles personnes que ça pour concerne lesquels vous nous directement. aviez alerté, Mais moi, je vous avoue que j'ai été un petit peu largué par cette question et cette réponse. Merci, Président. Peu importe. Monsieur le ministre Stéphane de Demilly. l'Agriculture, les agriculteurs français, et notamment les producteurs laitiers, traversent depuis plusieurs mois une crise sans précédent, aux conséquences humaines dramatiques. Faut-il encore rappeler ici qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours dans notre pays? En 2016, la plateforme d'écoute des agriculteurs en détresse a vu son nombre d'appels reçus multiplié À propos d'agriculteurs en détresse, on voit Stéphane Le Foll qui avec la fin des quotas qui est en laitiers, PLS, putain. avec le retard dans le versement des aides de la PAC, avec une réglementation toujours plus contraignante et avec un durcissement mal vécu des contrôles dans les exploitations, beaucoup d'entre eux sont démunis et de plus en plus nombreux à produire à perte. Le prix du litre de lait n'a pas cessé de diminuer ces dernières années pour atteindre les 27 centimes en août dernier. Même si nous assistons à un léger rebond de 3 centimes ces derniers mois, celui-ci est bien loin de permettre à nos producteurs de vivre dignement de leur travail. Conséquence de cette absence de rentabilité, la quantité de lait produite baisse et entraîne mécaniquement une flambée du prix du beurre, plus 73% en 8 mois. Face à ces prix exorbitants, l'inquiétude des C'est le professionnels porte-parole de la l'agroalimentaire FNSEA ou quoi? est de Oui, c'est un plus en peu plus ça. vive. Stéphane Demilly, Leurs coûts de député production de la sont 5e directement circonscription de la impactés, Somme, il est ce qui député aura UDI, rapidement un effet sur le prix des produits il est et donc sur conseiller le régional de porte-monnaie Picardie, de enfin nos il l'a été jusqu'en concitoyens. 2002, pardon. Nos Et fameuses je précise galettes que c'est un bretonnes passionné de chasse, et de le jeux non moins d'échecs et de célèbre jogging. gâteau battu Picard ont vraiment du souci à se Vachement faire. important. À travers l'inflation du prix du beurre, Mais là, ça n'a rien à voir c'est bien le puisque prix du il lait attire et l'attention la du gouvernement sur la globale situation des de nos éleveurs agriculteurs qui est sous-jacente. et des agriculteurs. Monsieur le ministre, Qui douillent. quelles initiatives concrètes et fortes comptez-vous enfin prendre en faveur de nos producteurs laitiers? Merci. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture. Libéralisation des marchés, ma de la gueule. forêt. C'est exactement Président, ça. monsieur le député, Allez, dans votre Stéphane question, Le Foll vous qui va avez, encore nous faire du grand Stéphane Le Foll. exprimez une contradiction vous-même. Vous avez expliqué que le prix du lait n'était pas suffisamment élevé. Puis après, vous avez dit le prix du beurre, lui, par contre, est en train d'exploser, ce qui remet en cause un certain nombre d'industries de la Et transformation. ben voilà, il a lu le Vous voyez message bien de Fanny sur le chat. Cette question, dans la question que Le vous beurre avez augmente, posée, mais le vous lait avez diminue. vous-même Bah voilà. pointé Tu vois, toutes Stéphane Le les Foll, il lit difficultés Acropolis. qu'il y a Je le à savais. gérer un marché sur des produits agricoles. Vous avez fait référence aux quotas laitiers. Là aussi, si c'était ma responsabilité de les avoir supprimés, je vous dirais, fait une erreur. Mais c'est une responsabilité qui a été prise bien avant que je sois arrivé. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une chose qui a été pour la première fois après la fin des quotas laitiers, de réduire la production de lait à l'échelle européenne. C'est vous qui avez fait de la merde quand vous gouverniez. Sur le marché de la poudre Bah, c'est un peu ça la réponse de Le Foll. C'est pas moi qui ai libéralisé le prix du lait. Aujourd'hui, il faut pas se plaindre. Du lait baissé. Mais un litre de lait, c'est effectivement un litre dans lequel vous avez de la matière protéique et de la matière butyrique, donc de la matière grasse, dans le même litre. Et la production de lait baissant de manière globale pour ajuster l'offre de poudre de lait à la demande de poudre de lait a fait que, dans le même temps, la production de beurre, compte tenu du fait qu'on est toujours dans le même litre de lait, elle a baissé avec une demande qui, elle, est restée élevée. Donc il faut qu'on arrive à réajuster tout ça. Mais vous voyez que dans un litre de lait, je ne peux pas séparer la protéine du taux butyrique. Je suis obligé de prendre le lait dans sa globalité. Ah, et il fallait faire baisser la production pour faire remonter les prix. C'est bien On le peut pas sujet. mesurer Voilà ce qu'on a la fait. quantité de Plus beurre et de lait 2000 en euros poudre. à toutes les exploitations laitières. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on travaille sur la contractualisation à moyen terme pour remonter la production, mais l'ajuster à la Pardon, demande. excusez-moi. Voilà l'enjeu. Ah ouais, Stéphane Le Foll en mode Merci. La en parole mode est à Jamie. Il a failli nous monsieur expliquer Daniel comment une Pascal. vache digère et fabrique du lait. Monsieur le Président. Ça était chouette. Ma question s'adresse à Madame Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable Daniel et de Fasquelle. l'énergie.
Madame la ministre, dans la réponse que vous avez apportée hier à la question de mon collègue Marc Laffineur, vous avez rappelé, je cite, « la compétence et l'expertise des chasseurs qui connaissent parfaitement bien la nature ». Ce sont vos mots. Quel décalage pourtant entre ces belles paroles et la réalité. Je ne reviendrai pas sur les nominations des anti-chasses à qui vous avez fait la part belle au sein de l'Agence française pour la biodiversité, pour vous interroger plutôt sur votre attitude concernant... Il y a Jean-Philippe Poisson derrière qui fait oui de la tête. Nous sommes nombreux à vous avoir interpellé depuis plus de 2 ans sur ce sujet, sur tous les bancs d'ailleurs de l'Assemblée. Plus personne ne conteste en effet que les oies sont très abondantes et à l'origine de nombreux dégâts dans plusieurs pays européens. Sous la pression des parlementaires et des chasseurs, vous avez trouvé une solution provisoire. En 2015 et en 2016, vous avez demandé au service de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et de la gendarmerie de ne pas sanctionner les chasseurs entre le 1er et le 10 février. Un braconnage légal en quelque sorte. Alors que la fin du mois de janvier approche, j'ai 3 questions à vous poser. 1. Alors que d'autres pays comme la Hollande ont obtenu une dérogation pour la régulation des oies, qu'avez-vous fait concrètement depuis 3 ans pour que la France et ses chasseurs obtiennent les mêmes avantages? Daniel Fasquelle qui défend les chasseurs dans l'hémicycle en interpellant la ministre de l'Environnement Ségolène Royal. Alors qu'on voit derrière lui, derrière son épaule droite, un très très beau Lucien de Gauchy qui est particulièrement en forme en ce moment avec sa belle veste jaune. Voilà, il interpelle sur les chasseurs. Je précise que d'habitude il est plutôt passionné par les questions de marins-pêcheurs et de personnes autistes, qui sont les 2 sujets sur lesquels il travaille beaucoup. Mais ça ne l'empêche pas de représenter les chasseurs, notamment de son territoire, puisqu'il est député du Pas-de-Calais. Monsieur le député, les chasseurs constituent des partenaires très importants du ministère de l'Environnement. Et comme vous le savez, que ce soit dans mes responsabilités d'élu local et régional ou d'élu national, j'ai toujours entretenu d'excellentes relations. C'est qui le lascar avec la veste jaune? Il aime bien se faire voir. Mais oui, c'est plus qu'un lascar, c'est une star sur Aquapolis. C'est Lucien de Gauchy qui veut passer à la télé. Donc c'est pour ça qu'il met une belle veste jaune. Et vous verrez que Lucien de Gauchy, à chaque fois, il change de place dans l'hémicycle pour toujours être dans le cadre de la caméra. Les chasseurs ont refusé. Donc ce refus a été respecté, mais je souhaite qu'il y ait des partenariats qui se nouent dans les départements. Je voudrais vous dire 2 choses. La première, c'est que je viens d'écrire à tous les préfets de tous les départements pour trouver 5 départements qui acceptent de lancer l'expérimentation de rapprochement de la police de la chasse et de la police de l'eau sur les territoires, parce que c'est comme ça que nous travaillerons intelligemment ensemble, et ces départements exemplaires seront accompagnés financièrement pour réaliser des opérations et des actions opérationnelles en direction de la nature. Voilà, Ségolène Royal qui nous fait un discours d'apaisement sur la place des chasseurs. Qui concerne les oies cendrées. Sur les oies cendrées, vachement important. Comme vous, je me suis étonnée de la différence de réglementation d'un pays à l'autre de l'Europe. J'ai donc, puisque vous me demandez concrètement, écrit à l'ensemble de mes homologues, des ministres chargés de la chasse sur l'ensemble des territoires concernés par les oies, par le gibier d'eau, en particulier par les oies cendrées, pour que nous puissions ensemble mettre en place une réglementation commune. En l'état actuel des choses, je ne vous conseillerais pas de me demander un nouvel arrêté. Je n'ai pas la base juridique pour le faire. Cet arrêté serait immédiatement annulé par le Conseil d'État. En revanche, et la galinette alors, c'est vrai, c'est la galinette. On en est où dans la galinette? Le député Plisson d'ailleurs m'a également saisi en ce sens. C'est que je vais renouveler le dispositif de bon sens que j'avais trouvé l'année dernière et l'année d'avant. Et par conséquent, il n'y aura pas de verbalisation jusqu'au 10 février. Il n'y aura pas de verbalisation jusqu'au 10 février. La parole est à monsieur. Putain, Kelven. Chérie, merci, monsieur le président. Donne-moi mon appel. Je voudrais on va à la attirer chasse. l'attention du gouvernement sur les questions de téléphonie mobile et d'Internet. 16e. Thierry Benoît. 16e, c'est la place de la France dans le dernier classement de la Commission européenne sur l'économie numérique. 16e sur 28 pays. Moins 2 places par rapport à 2015. En termes de connexion Internet, nos résultats sont encore plus édifiants. Nous réussissons cette année l'exploit de chuter à la 24e place. 24e sur 28 pays, moins 5 places par rapport à 2015. L'année dernière, j'interrogeais le gouvernement sur ce même sujet. Vous me disiez alors que tout était sous contrôle. Ce n'est pourtant pas l'avis de la Commission. Je cite la conclusion du dernier rapport de 2016. Ouvrez les guillemets. La France rejoint les pays accusant un retard numérique. Elle a perdu sa place en termes de connectivité, de capital humain et de services publics connectés. Ces mots, Monsieur le Ministre, ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de la Commission. Sauf à nier la réalité,
Qu'avez-vous donc à y répondre? Nous avons un vrai problème concernant la connexion Internet. Thierry Benoît, c'est un élu d'Ille-et-Vilaine qui pose une question sur la fracture numérique après sa mise en œuvre sur le territoire. Il a parlé de couverture mobile. Le mec à sa droite, c'est un mec important, il s'appelle Rudy Sall. C'est un député qui a rendu un rapport sur l'e-sport, le jeu vidéo compétitif. On avait fait une émission avec OGaming, avec Tude, on avait commenté cette loi, la loi numérique adoptée par le Parlement. Et Rudy Sall avait fait partie des inspirateurs des amendements et des articles qui légalisent l'e-sport en France. Imaginez voilà. 2030, monsieur le ministre. Est-ce acceptable pour un pays Donc s'il y a eu les Nations Noirs ce week-end sur OGaming, c'est en partie grâce à Rudy Sall. Est-ce acceptable pour nos entreprises? Est-ce acceptable pour les particuliers? Est-ce acceptable pour les jeunes générations? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Une Baillet, question ministre posée avec beaucoup de véhémence par Thierry Benoît. Ah, c'est Jean-Michel Baillet qui va lui répondre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Thierry Benoît, votre constat est empreint de vérité et de réalisme. Mais cherchons-en les causes. Elles se situent de ce côté de l'hémicycle. Ah, c'est la faute à la droite. Ah, commençons par le numérique. Jean-Michel Baillet. Commençons par le numérique. Les responsables, c'est la droite. C'est à cause d'eux qu'il n'y a pas le réseau. Vous avez un plan numérique doté de 900 millions, dont vous n'avez jamais engagé le premier euro. Et lorsque nous sommes arrivés en 2012, nous avons été confrontés à une situation catastrophique. En 2013, nous avons donc, dans l'urgence, engagé le plan France très haut débit, doté partenariat. Jean-Michel Baillet, il ne viendrait pas du Sud par hasard. Jean-Michel Baillet, il vient du Pays d'Oc. d'Oc. C'est le pape là-bas, qu'est-ce que tu crois? Pour l'État. Nous avons donc. Ah non, c'est vrai, c'est Fillon qui a installé Internet. Et nous avons atteint l'objectif de 50%. Mais je comprends que ça vous contrarie. 50% de la population couverte en très haut débit en 2016 avec un Et pourquoi c'est Baillet qui répond? Pourquoi c'est pas Axel Lemaire? Concernant la téléphonie mobile, le commentaire est le même. Vous avez, il faut le reconnaître, lorsque vous avez négocié la vente des fréquences, réalisé un travail remarquable quant au prix de vente. Ouais, c'est l'infrastructure, mais sur le numérique. Vous avez omis, ouais, non, mais en plus de ce prix de vente, de réaliser un cahier des charges. Moyennant quoi ils sont allés, les opérateurs qui ne sont pas les philanthropes. Il y a eu la montagne, ouais, t'as raison. Ils sont allés dans les zones urbanisées, là où ils pouvaient faire de super profits. Ils ont abandonné la ruralité, la montagne. Nous venons d'ailleurs, dans le cadre de la montagne, prendre un certain nombre de mesures. Nous rattrapons le temps perdu par votre faute. Merci, monsieur le ministre. Voilà, c'est la fin de la réponse de Jean-Michel Baillet. La parole est à monsieur Julien Dive. Et c'est Julien Dive qui va poser une question à son tour. Monsieur le Premier ministre, nous vous prions d'accepter nos excuses pour la gêne occasionnée. Cette phrase résonne tous les jours dans au moins une gare de notre pays. Annonciatrice d'une journée qui commence mal, elle fait partie du quotidien d'une majorité de Français. Nous vous prions d'accepter nos excuses pour la gêne occasionnée. C'est aussi ce que devrait dire le gouvernement pour sa politique de transport. Parce qu'en la matière, vous n'êtes vraiment pas à la punchline, elle est pas mal. Des installations vétustes, un mois de novembre 2016, record avec des retards. Une accessibilité PMR, des gares insuffisantes et qui ne sera effective partout en France qu'en 2024. Pour les usagers, prendre les transports est une question d'accès à l'emploi, à la formation. Julien Dive est un jeune, oui, Julien Dive, c'est le plus jeune député masculin de l'Assemblée nationale. Ne vous étonnez plus du sentiment d'abandon de cette France qui... Il a été élu en mars 2016 puisqu'il a pris la suite de Xavier Bertrand qui est devenu président du conseil régional des Hauts-de-France. Des applications collaboratives ou le covoiturage. Et donc Julien Dive qui a commencé sa question par rappeler effectivement que dans tous les RER, on entend et dans tous les trains, venez nous excuser pour la gêne occasionnée. Effectivement, je l'ai entendu ces derniers jours moi aussi. Pour qu'elle reprenne la gestion des intercités. Ces trains vieillissants, de moins en moins fréquentés et dont il est urgent d'améliorer le service. En matière d'accessibilité PMR, la situation devient rocambolesque. Nous avons inauguré, il y a un mois, un nouveau parvis de la gare à Saint-Quentin, accessible à tous les publics. Formidable, me direz-vous. Oui. Mais nous devrons attendre 2022 pour que la gare et les trains soient aux normes. Pourquoi l'État met-il la pression sur les communes et n'a pas les mêmes exigences vis-à-vis de la SNCF? Vous le voyez, les communes, les régions doivent pallier vos défaillances, alors que les transports restent de la compétence de l'État. Encore une fois, les élus locaux doivent payer le prix de votre renoncement. Ces symptômes de votre désertion me font poser une question simple, monsieur le Premier ministre. Votre gouvernement a-t-il une vision et des solutions pour les transports de notre pays ou décide-t-il d'abdiquer?
Ah bah voilà, la question de La Julien parole Dive qui a le est à mérite d'être monsieur Alain claire. Vidal, Julien Dive, donc le secrétaire député de d'État l'opposition chargé des qui transports, interpelle le de la gouvernement mer et sur de la la question du pêche. Merci, transport Monsieur et le de tous les Président. Français qui sont coincés dans les Député, je intercités. trouve votre question bien imprudente. Parce que... Ah, l'imprudence de la si question vous de Julien voulez- Dive selon Alain Vidalis. D'abord l'héritage, mais ça fait partie. Si vous voulez en parler, d'abord, comment un député peut ici dire les transports, c'est de la compétence de l'État? Il me semble que la moindre des choses, c'est au moins de respecter l'état des compétences. Et chacun ici, à part vous, sait parfaitement que pour les TER, c'est-à-dire les transports du quotidien, c'est de la compétence des régions. Et depuis bien longtemps, je pense que vous devriez vous imposer le respect de la loi. Ensuite, il faut savoir, moi j'ai négocié avec des élus de votre majorité, et certains que vous connaissez bien d'ailleurs, et qui ont été beaucoup plus constructifs et qui sont très heureux de signer avec le gouvernement les accords qui font que les 3,5 milliards dont j'ai parlé seront au rendez-vous justement pour apporter cette réponse. Et je préfère cette démarche avec l'Association des régions de France, avec le président Richert, avec tous les présidents, qu'ils soient de droite ou de gauche, constructive, que le caractère polémique de votre question. Car, en fait, si vous voulez le débat, quand nous sommes arrivés, il y avait sur l'ensemble... Ah, c'est reparti, c'est la faute de la droite. 1,5 milliard. Et aujourd'hui, c'est 3 milliards. C'est-à-dire que ce gouvernement, non seulement a fait l'effort, mais il a d'abord dû consacrer l'argent des concitoyens à réparer vos oublis, à réparer vos erreurs. Et je pense que votre question, de ce point de vue-là, était particulièrement imprudente. Ah, l'imprudence de la question de Julien Dive. La Moi, à mon séance avis, des si Julien Dive questions n'avait pas été un gouvernement jeune, il n'aurait pas eu le droit terminée. au qualificatif La d'imprudent de la part d'Alain séance Vidalis. est Il y a un petit suspendue. côté, écoute mon petit gars. Hein, là, tu rentres dans des eaux troubles. Bon, bref, voilà, c'est la fin de la séance de questions d'actualité au gouvernement. On a vu les 15 questions, on a vu les 15 réponses. Moi, j'ai trouvé que c'était une séance un petit peu plus vivante que celle d'hier, même si les sujets étaient toujours très divers, mais ça, c'est pas la question. On a parlé transport, on a parlé d'emploi, on a parlé de logement, on a parlé de chasseurs, c'est important ça, on a parlé de la galinette. Non, c'était assez intéressant comme séance, pas beaucoup de sujets nationaux, je pense que tout le monde attend les résultats de la primaire de la gauche pour rentrer un petit peu plus en mode campagne à partir de la semaine prochaine, ça devrait se décanter. Et puis il faut dire que l'actualité nationale en ce moment, elle est pas très ouf. Ça me dégoûte toujours de voir les politiques. Ah, c'est con que ça te dégoûte, ça devrait t'intéresser plutôt. Enfin, je peux comprendre. Une grosse prestation de Lulu. Ah oui, ça Lulu aujourd'hui a été magnifique. Moi je pense que Lulu, il faut lui envoyer des tweets, hein. Il faut lui dire à quel point il est beau. On a compté 38 hochements de tête pour Monsieur Poisson. Vous êtes con. Vous êtes con. Ne vous basez pas que sur les QAG pour juger la politique. Oui, Jennifer, t'as raison de le rappeler. Effectivement, la politique, c'est beaucoup plus large que simplement des prises de parole au micro dans une séance publique. Évidemment, il y a tout un travail derrière qui est fait. D'ailleurs, vous les entendez hein, quand ils parlent des sujets. Vous voyez qu'ils pondent des rapports, qu'ils examinent des projets de loi, etc. Donc voilà. Play of the game Lulu, mais ça de très très loin. Ça, la kill cam, c'est pour Lulu, et de très loin. Déjà, il faudrait qu'on ait le résultat du premier tour. On manque toujours les 5%, les 5 derniers pourcents. Ouais, on va attendre quelques mois avant d'avoir le résultat définitif de la primaire. J'ai fait mon stage de 3ème avec un député et j'ai écrit une question au gouvernement. Ah, c'est cool ça, Martin. C'était sur quel sujet? Ah, les oies cendrées, on a parlé des oies cendrées, c'est ça. Nous on déconne sur Galinette, mais le vrai sujet c'est les oies cendrées. On se doute bien, mais il y a un côté chaud ridicule. Ouais, non, il y a un côté chaud effectivement dans cette séance de questions au gouvernement. Après, elle est organisée pour ça, elle est organisée pour organiser la confrontation d'une certaine manière entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Donc c'est l'occasion pour l'un comme pour l'autre de s'envoyer des fions à la gueule. Enfin, c'est de la politique après. Hein. Et vous les envoyez, ils parlent du fond comme de la forme. C'était le sujet de chasse, le stage Kappa. Pourquoi les députés ne sont pas obligés de venir à l'Assemblée? Parce que député, c'est pas seulement être à l'Assemblée. Un député, c'est beaucoup plus compliqué qu'être seulement à l'Assemblée. Un député, ça va sur le terrain. Un député, ça a des rendez-vous. Un député, ça a des réunions. Un député, ça compte pas ses heures. Enfin, ça dépend des députés. C'est toujours pareil. Il y en a qui en branlent pas une, évidemment. Mais je vous invite, si vous avez l'occasion, à aller à l'Assemblée nationale, à rencontrer des députés, à voir un petit peu quel est leur emploi du temps. Vous verrez que c'est quand même sacrément vénère.
Est-ce qu'il n'y a qu'en France que les QAG sont filmés? Tu rigoles, maintenant c'est pratiquement dans le monde entier, tous les parlements sont filmés, les séances sont filmées et diffusées. Bref, chers amis, c'est la fin de cette séance, merci à toutes et à tous d'avoir suivi Acropolis, pensez à aller sur Instagram et sur Snapchat pour continuer à suivre l'aventure Acropolis. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h30 pour le commentaire en direct du débat entre Manuel Valls et Benoît Hamon, ça va être vachement intéressant. Pensez à suivre la page Facebook, pensez à suivre évidemment la chaîne Twitch, la chaîne YouTube aussi. Cette émission sera disponible en rediffusion sur la chaîne Acropolis Replay sur YouTube. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. On se met un jingle qui arrache les oreilles et on se retrouve ce soir à 20h30 pour la reprise des émissions. À ce soir, ciao, salut, bye. Ah, y a pas de jingle, c'est la merde. Ah, le beau widescreen. Non, mais explique. Non, mais là ça bug. Bon, on va rester en audio, on va faire une soirée, un truc de radio. Fail jingle, mais ouais, à mort. Ah non, mais là il y a un plantage total. Et ben, on va faire un hard reboot PC, hein, qu'est-ce que je vous dise. Bon. Fais-le la bouche. Bon allez, hard reset PC, on se retrouve ce soir. A plus, ciao.